Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième édition du cycle de conférences Satellite, les images de la science-fiction. Donc après une première conférence sur la simulation, on va s'attaquer ce soir à un autre grand trope, un autre grand mythe de la science-fiction, alors peut-être un peu en bordure, en frontière, mais on va s'intéresser aux fantômes et leur rapport à la technologie, à la machine, alors au sens un peu large du terme. Et en fait, on va surtout s'intéresser donc à toutes les questions de photographie spirit, de vidéo hantée, d'images hantées, et de voilà, pourquoi avons-nous cette croyance que les images puissent être hantées. Donc on va revenir sur cette longue histoire du cinéma et de l'image. Et donc pour en parler, j'ai avec moi Jérémy Château, donc docteur en lettres à Bordeaux-Montaigne, fan hardcore de Lynch, au point de créer des podcasts et des mixtapes, voilà, pardon, je cherchais le mot, dédiés à l'œuvre de Lynch. Et Benjamin Delsaz, donc co-créateur de l'émission Creepy As Shit et de la chaîne YouTube L'Arme Ultime. Et à vous deux, vous avez créé une émission qui s'appelle Lost and Found, dédiée au cinéma de fan footage, où vous avez notamment parlé des films comme Blair Witch ou Lake Mungo. Est-ce que ça vous va comme présentation ? Vous avez quelque chose à ajouter ? C'est bon. Voilà. Donc en bref, deux personnages forts dans le thème de ce soir, puisque vous êtes tous les deux grands connaisseurs du cinéma horrifique et de ces images hantées. Et donc voilà, on va s'intéresser à cette question-là ce soir, et on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet, en revenant sur la grande question de la photographie spirit. Alors je vais vous montrer immédiatement quelques images. Si ça fonctionne, hein. Là, par contre... Ah yes. Donc là, ce soir, c'est le fantôme dans la machine jusqu'au bout. On va se faire troller par la technologie. Voilà, je remets ça proprement. Et on est bon. Voilà, donc on va voir quelques images ensemble, des images connues, donc qui relèvent d'une captation sur image de spectres, de fantômes, d'apparitions. Donc là, on a la célèbre... Ouais, on a donc le fantôme du manoir, alors une image célèbre d'une apparition dans des escaliers. On a ici une image anonyme, prise par un auteur anonyme, donc d'une caméra de surveillance en 2003 qui capte une espèce de forme noire sur en plein milieu d'un bureau, d'une bibliothèque. Une image maudite, donc de la famille Cooper, je crois, prise dans les années 60, pareil, auteur anonyme. Alors malheureusement, j'essaye dans Satellite de toujours sourcer mes images. Là, ce soir, ça va être particulièrement compliqué, puisque sourcer un fantôme, généralement, ça pose problème. Voilà, qui est l'auteur, le mec qui prend la photo ou le fantôme qui apparaît dessus. En tout cas, voilà, ça va être malheureusement beaucoup d'images anonymes. Alors là, c'est autre chose, c'est une capture d'écran du film Insidious de James Wan. Puisque voilà, jusque-là, on a vu des images qui se présentaient comme des documents, comme des extraits, des photographies amatrices. Et là, ce soir, donc, dans cette image-là, pardon, on a donc une capture d'écran d'un film de fiction, mais qui repose donc dans le film Insidious sur voilà, vous voyez, cette forme qui est donc l'antagoniste du film, The Old Bride. Et on a donc voilà, dans cette image quelque chose au fond, une forme obscure, et il s'agit de l'antagoniste qui apparaît sur une image qu'on voit donc dans le film Insidious. Et évidemment, ça on y reviendra plus tard, les fameuses orbes qui a défrayé la chronique des amateurs d'images spirit, puisque voilà, ce seraient des petits fantômes. Et évidemment, une des images les plus célèbres, donc le fantôme du taxi. Je ne sais pas s'il y a des nominations à chaque fois très sérieuses, mais voilà, le fantôme du taxi où une forme apparaît derrière cet homme. Donc voilà, c'était quelques extraits un peu pour vous mettre dans le bain de ce dont on va parler ce soir, donc d'images maudites, d'images hantées. Et on va donc... tu peux te rasseoir, Jérémy, hein, reste planté là. Et on va donc vous parler voilà, de ces images-là, de ces malédictions-là. Alors moi, j'ai tout de suite envie de vous questionner donc, sur la photographie spirit, donc, qui est cette croyance presque que les appareils photo pourraient dévoiler l'invisible, rendre visible l'invisible et donc capturer des fantômes. Alors, question
malheureusement introductive, donc générale, mais est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la photographie spirit? D'où est-ce que ça vient? Dans quel contexte historique ça naît? Voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette genèse-là, de cette longue histoire, pour amorcer notre propos de ce soir? Oui, donc le fantôme dans la photographie spirit, c'est un peu l'aboutissement de toute une histoire, qui est l'histoire culturelle du fantôme, que je vais essayer de retracer assez rapidement, en partant quand même de l'Antiquité. Ouais. Donc, durant l'Antiquité, il y avait une pensée du fantôme. Durant tout ce qui relève des sociétés païennes, pré-chrétiennes, on va dire. Il y avait une pensée du fantôme en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on communiquait avec les morts, notamment avec les sacrifices. Le fantôme était présent de multiples façons. On en trouve des traces aussi dans la fiction de l'époque, dans l'Odyssée d'Homère. Et puis, le christianisme va compromettre cette vision, dans le sens où il n'y a plus de fantômes à proprement parler dans la Bible. De fantômes dans le sens personne qui a vécu et qui revient d'entre les morts pour se manifester auprès des vivants. Qui est un peu la définition de base, on va dire, hein, culturellement. C'est un ancien vivant qui est mort et qui revient parmi les vivants. La Bible ne reconnaît pas ceci, dans le sens où il est dit dans le livre des Hébreux que quelqu'un qui meurt, meurt. Il est en suspens jusqu'au jugement dernier, mais il n'est pas censé revenir. La Bible est assez catégorique sur ce point. On a des esprits, bienveillants ou malveillants, des anges ou des anges déchus, des démons, mais pas de fantômes à proprement parler. On a dans le livre de Marc, je crois, un démon qui vient hanter un homme qui se promène dans un cimetière pour lui donner l'apparence d'un fantôme, mais c'est une mascarade, ça n'est pas un vrai fantôme. Mais sinon, le christianisme ne reconnaît pas vraiment l'existence du fantôme, contrairement d'ailleurs à une idée reçue. Le fantôme va quand même continuer d'exister au Moyen-Âge dans le folklore, du coup, pas dans la religion, mais dans le folklore, dans les croyances, dans les superstitions. Puis va venir le temps des Lumières, la Renaissance tardive, les Lumières, tout ça, avec notamment l'invention de l'imprimerie, et les penseurs, les philosophes, etc., qui vont beaucoup publier sur la logique, la rationalité, la force de la science. Et au siècle des Lumières, on va reléguer et la religion et les superstitions au rang de quelque chose qui n'est pas digne de l'intérêt de la science. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est que certaines personnes, certains magnétiseurs, notamment, je pense à Mesmer en premier lieu, vont, à partir du XVIIIe siècle aussi, ou du début du XIXe, dire la science, nous pouvons la mettre à profit pour capturer des fantômes, pour vraiment prouver l'existence des fantômes. Avant la photographie, nous allons avoir les passes magnétiques, nous allons avoir la question du magnétisme. On peut, à l'époque, se référer aux nouvelles d'Edgar Allan Poe sur le magnétisme, où quelqu'un qui est mourant va être magnétisé, c'est-à-dire hypnotisé, et va pouvoir témoigner de ce qu'il voit de l'autre côté, on va dire, du côté du royaume des morts, en étant sur le point de trépasser. C'est une nouvelle qui se finit d'ailleurs très mal, hein, les nouvelles magnétiques de Poe se finissent très mal. Et du mesmérisme, nous passons au spiritisme, qui naît vers 1845-47 à peu près aux États-Unis avec les sœurs Fox, qui sont donc des sœurs qui prétendent pouvoir communiquer avec les morts. Donc là, nous allons avoir le versant américain du spiritisme, c'est-à-dire assez spectaculaire. On va faire, c'est le début des tables qui bougent, c'est le début des bruits de sources inconnues, etc. La photographie, pour en revenir à ton sujet initial, va plutôt être une propriété dans un premier temps européenne et française notamment, puisque c'est en France que naît la photographie. Ça va beaucoup intéresser les Européens, ce côté faire revenir les morts sur impression, figer un moment précis et figer le moment où un esprit va se manifester. Ça, c'est donc obtenir la trace d'un fantôme a posteriori, une fois qu'on a développé l'image, on se rend compte qu'un fantôme était là.
Aux États-Unis, le rapport au spiritisme est plus immédiat. On fait une séance, on communique avec le fantôme et il se passe des choses. L'aspect photographique, les photos que tu montres sont pour beaucoup anglaises ou américaines. Ce sont des photos, celles-ci des années 1950, celle-ci 60, et la toute dernière dans la voiture, c'est les années 50 aussi. Celles-ci, je crois, que ce sont des gens qui sont censés revenir d'un enterrement, et avec la personne décédée à bord du véhicule. Voilà. Donc, pour la photographie spirit, voilà un peu le contexte historique. Donc on est dans une conception presque, il me semble, la photographie sert de médium. La photographie sert de médium entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle permet de révéler quelque chose. Elle permet en tout cas d'être un nouvel outil du spiritisme, si je te suis bien. Et justement, ça pose un tas de questions donc sur... quelque chose qui me semble être au cœur du sujet et qui est assez frappant, c'est qu'en fait, c'est une réutilisation des nouvelles technologies et donc des apports scientifiques pour en fait arriver vers de l'inexpliqué, du fantôme et donc du surnaturel, du paranormal. Et justement, voilà, alors est-ce que vous décelez, vous, une contradiction? Justement, tu évoquais l'esprit des Lumières qui, voilà, dans une espèce de la raison par-dessus tout, devrait pousser les fantômes hors de leur champ d'étude. Et pourtant, voilà, on a des retours du fantôme malgré ces apports scientifiques. Donc est-ce qu'il y a une baston alors c'est très naïf de le penser comme ça, mais est-ce qu'il y a une baston entre la science et les apports scientifiques? Alors là, on parle d'images spirit ce soir, mais on peut évidemment parler de radio, des caméras thermiques, enfin de tous les appareils scientifiques qui, alors qu'ils devraient effacer toute trace de fantômes, les font réapparaître sous d'autres formes. Est-ce que vous voulez intervenir sur cette question de la science j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'opposition, de paradoxe. Disons que dans le bestiaire des créatures, des entités surnaturelles, le fantôme, c'est celui qui résiste le plus, celui qui a l'air de se démoder le moins, on va dire aussi. Il revient tout le temps, sous une forme ou sous une autre. On trouve toujours de nouvelles raisons de se réintéresser à lui quand des technologies émergent. Donc dès que la photographie apparaît quasiment, on pense à capturer des fantômes avec, et ainsi de suite en fait. Dès qu'on peut enregistrer des sons, on pense aussi à capturer des sons de sources mystérieuses, les caméras, Internet. On a ce roulement toujours qui réactualise la question du fantôme, qui le réintègre dans le champ du présent en fait. C'est vraiment une spécificité par rapport à toutes les créatures classiques, on va dire, hein, c'est que lui, il est toujours là. Et qu'en même temps, sa force, c'est de reposer sur une ambivalence. Il est là parce qu'il y a un doute. Et que ce doute, on peut l'attribuer à la présence potentielle d'un fantôme. C'est ce qui lui permet de se régénérer, en fait, d'une certaine façon, par rapport à tellement d'autres créatures, y compris les extraterrestres, hein, qui sont plus soumises à un attrait du public en zigzag, on va dire. Mais le fantôme, il est toujours là, d'une certaine façon. Tu m'en parlais hier, c'est vrai, cette alternance entre dans les années 50, on avait les extraterrestres, les années 60, le retour du fantôme, etc. Ce dont on parlait hier, c'est vrai que les années 90 ont vraiment été marquées par les extraterrestres, je trouve. Voilà, le petit gris, Roswell, X-Files, toutes ces questions-là. Et puis là, en 2000, on a eu un retour du fantôme, quoi. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est assez longtemps sur la photographie, même si aujourd'hui, on essaie de capturer, pour employer les termes consacrés, sur vidéo. Et je me souvenais plus des années. Enfin, celle-ci, tu disais que c'était les années 50. Alors que rapidement, en fait, on a démonté le truc avec la surimpression. Enfin, Méliès a un peu cassé le game hyper rapidement, en se décapitant lui-même 8 fois dans un court-métrage avec une technique de surimpression. Donc en fait, on avait déjà tous les chercheurs expérimentaux pour dire, en fait, il suffit de filmer le même truc sur le même truc, sur le même truc, sur le même truc, pour faire apparaître des entités. Et justement, je reviens sur ce qu'on disait hier en off. Je pense qu'on est resté pas mal sur la photographie parce que le fantôme, en fait, il brille par son absence. C'est-à-dire que c'est toujours un accident. Il doit jamais être là. Mais en fait, quand on le voit, c'est trop tard. Et du coup, je pense que, dans la notion photographique, il y a l'instantané. Et du coup, on se dit, si on n'est pas dans cette pièce, à tel endroit, c'est notamment ce que les Warren avaient mis en place, avec des capteurs de mouvement. S'il se passe un truc, en fait, c'est un instantané, mais la photo est instantanée. Et on n'a pas cherché directement la vidéo, on est resté sur la photo, parce qu'en plus,
ça fait des belles images, quoi. C'est un peu impressionnant. C'est vrai. Alors moi je vous propose de regarder du coup le travail de plus spécifiquement d'un photographe spirit. Alors le terme consacré en l'occurrence. Alors là on a vu des images. Ouais, on peut les appeler des images spirit, des images hantées, des images qui contiennent une apparition. Je ne sais pas comment trop les nommer. Elles sont amusantes ces images justement parce qu'elles circulent encore aujourd'hui sur Internet alors que c'est des images qui sont extrêmement vieilles. Dont on a prouvé souvent qu'elles étaient et on y truquées. revient tout le temps. Ouais, on en parlait aussi en off. Le Loch Ness, le type a avoué que c'était un fake. Bah, mais les gens y croient encore. Le photographe qui a pris la photo du Loch Ness effectivement a avoué que c'était fake et il a lui-même expliqué comment il a fait la photo. Mais par contre, c'est pas possible, quoi. Faut que ça existe, donc les gens continuent à y croire, même si l'auteur de la photo a dit c'est faux. Faut pas croire. Mais il y a un truc, quoi. C'est obligé, s'il a fait cette photo à cet endroit-là, c'est qu'il doit y avoir un truc, quoi. Ouais, ou alors peut-être que dans l'image du Loch Ness, c'est pas le Loch Ness qui est intéressant, c'est la vague dans l'eau. Tu vois, et donc là, moi, je vous propose une série d'images donc de William Hope, qui est justement un médium spirit qui utilisait la photographie pour faire venir des fantômes dans certaines images. Donc là, alors malheureusement, j'ai plus les dates en tête, je crois que c'est 1880, mais je dis peut-être des donc bêtises. c'est avant le cinéma, là on est vraiment sur la photographie. Ouais. Donc petit contexte, Jérémy, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il me semble que justement William Hope fait partie donc de cette... alors il est un peu dans la fin de la photographie spirit, de ce grand mouvement. Alors en parallèle, on avait aussi la photographie post-mortem, j'ai pas d'exemple et c'est un peu hors sujet, mais je l'évoque rapidement, c'est à Londres, notamment les classes moyennes qui commençaient à avoir accès à la photographie, en fait, dès qu'un proche mourait, surtout dans les années 1890, on avait beaucoup de mortalité infantile, et en fait le seul moyen d'avoir un souvenir d'un proche défunt, c'était de le prendre en photo, en fait, même après la mort. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces de... On le mettait en scène, hein. On l'habillait, on le maquillait, on le mettait en scène dans une scène du quotidien, dans ce qu'il aimait faire. Et on le prenait en photo, effectivement. Alors aujourd'hui, ça paraît un peu glauque, mais à l'époque, c'était vraiment de très bon goût de faire ça. C'était un moyen pour les classes moyennes d'immortaliser un proche, là où en fait, du coup, les classes supérieures, la bourgeoisie notamment, préféraient la peinture, qui était traditionnellement une manière de représenter un proche. Et donc William Hope, il va plus loin que ça, c'est-à-dire que non, il prend pas des personnes qui sont mortes, il prend des fantômes en photo. Donc c'était une espèce de médium qui avait son petit cabinet, et en fait, du coup, il prenait des personnes en photo et apparaissait dans des brumes étranges des visages. Alors évidemment aujourd'hui Photoshop a un peu niqué le game, je veux dire on est quand même bien au-delà de... Enfin on voit très vite la supercherie et comme tu l'évoquais, d'où nous vient cette supercherie, c'est quand même... aujourd'hui on a tous dépassé ça, c'est de la surimpression en fait. C'est de la surimpression, enfin à mon sens, voilà, je remets en cause son travail tout comme je trouve ça intéressant, mais techniquement, scientifiquement, c'est de la surimpression. La surimpression, donc pour rappel, c'est quand vous prenez une photo, que vous la faites développer et que vous reprenez une photo dessus. Et en fait, du coup, la lumière va se redéposer et en fait, vous avez une double image, quoi. C'est comme ça que Méliès faisait ses trucages. Ça marche avec l'argentique, effectivement. Avec le numérique, c'est plus compliqué. Oui, voilà. Et donc voilà, c'était une astuce toute bête, c'est-à-dire qu'en fait, sans doute, il allait chez les personnes, il prenait une première photo avec le spectre. Et ensuite, il reprenait une photo, il la faisait développer, il disait « Oh mon Dieu, il y a quelque chose sur votre photo, c'est pas net. » Il y a quelque chose que j'ignore sur le travail de Hope, c'est que je ne sais pas s'il fait apparaître des spectres aléatoires sur les photos, ou si ça correspond à des proches défunts. Et vu que c'est quand même quelqu'un qui a eu un certain succès, je me dis, est-ce qu'il était suffisamment malin pour avoir des potentiels figurants sur ces photos? Ça, j'ignore, effectivement. Tout ce que je sais, c'est que ça se vendait très très cher et que c'était une attraction très à la mode si on pouvait se le payer. Mais voilà. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, Jérémy. S'il y avait vraiment potentiellement sur cette photo-là, on dit ah ouais, mais j'ai ma mère qui est décédée, puis mon grand-oncle et puis ma petite nièce. Ils apparaissent sur la photo. C'est chouette. La difficulté dans ce cas-là, ce serait que ce seraient les clients qui auraient fourni les photos des proches et que du coup on reconnaîtrait les clichés et donc c'est un peu problématique. Je crois que Hope en tout cas fait partie de ces gens qui à un moment ont dû arrêter de faire ce travail-là parce que le public a compris qu'il y avait supercherie. En tout cas dans cette génération des photographes de la fin du 19e, il y a eu un moment où les gens ont dit stop, on sait très bien que... Enfin voilà, on n'est pas dupes. Faut pas croire que les gens étaient forcément naïfs jusqu'au bout. Il y avait des gens qui étaient... en peine, mettons, qui souffraient, qui avaient besoin de ce genre de remède pour se sentir mieux. Mais effectivement, ça coûtait très cher. Et il y a un moment où ce business-là en particulier a dû s'arrêter globalement.
y compris chez les photographes qui avaient le plus grand succès, parce que tout le monde a compris que c'était finalement une supercherie. Voilà, quoi. C'est de toute façon une tendance assez forte du spiritisme. Hein. Je parlais des sœurs Fox, qui ont fait des décennies de spectacles, de représentations, en étant très bien rémunérées, puisque leurs grandes sœurs, c'était 2 sœurs, et qui avaient supposément des pouvoirs spirites, et leur grande sœur qui les supervisait, on va dire, qui était un peu leur manager. Elle faisait la tournée des États-Unis en faisant des représentations. Finalement, on a compris qu'elles avaient des techniques de triche, notamment qu'elles avaient appris à se faire claquer les os des pieds pour faire produire des sons de sources supposément inconnues. C'était vraiment leurs os qui craquaient sous la table. Des choses comme ça. Donc des choses assez simples, en fait, hein, finalement, qui relèvent de l'illusionnisme, qui relèvent du spectacle, en fait. Ouais, c'est de la magie, et c'est du musical, finalement, mais ça se présentait comme quelque chose de surnaturel au premier degré. Et puis ça s'est arrêté parce que voilà, les Sœurs Fox la supercherie a été dévoilée, les photographies spirites, la supercherie a été dévoilée, ce ne sont pas des choses pérennes, quoi. Donc, enfin, j'y pense maintenant, mais c'est vrai que donc, dès les premières photographies spirites, dès les premières supercheries, on est déjà dans une espèce de frontière entre c'est un document qui atteste l'existence des fantômes, en tout cas ça se présente comme tel, et dans un autre mouvement, on est dans du spectacle. À la fois dans la production, vu que c'est une attraction comme tu le dis, et voilà, on est déjà dans cette ambivalence qu'on verra un peu plus tard, mais on est déjà dans... C'est la grande force du fantôme, c'est que, réel ou non, il raconte toujours une histoire. Donc même s'il est faux, il séduit. Et s'il séduit, c'est que déjà il nous a un peu conquis, et que donc on a envie de prolonger l'expérience, on a envie Donc c'est vraiment en ça que le fantôme est puissant aussi. C'est que même quand on n'y croit pas, il y a une partie de nous qui va être sensible à la fiction de la chose, qui va rendre l'expérience réelle, d'une certaine façon. Voilà. Donc moi je vous propose du coup de justement d'aller vers l'apparition, vers le fantôme, au sens, donc, comme tu le dis, que le fantôme séduit. Et le fantôme, c'est un instrument narratif extrêmement puissant, notamment. Et je vous propose du coup de regarder 2 extraits à la suite, qui sont issus d'un film que vous connaissez sans doute bien, donc Le Cercle. Alors on va du coup regarder 2 extraits. Je regrette, je vais devoir vous maudire sur quelques... Bon, en fait, dans 7 jours, vous êtes mal barrés, quoi. Alors, juste petit contexte. Donc Le Cercle, pour ceux qui l'ont pas vu, donc ça c'est la version américaine que je vous montre. Donc c'est un film où une jeune mère en fait va mener une enquête sur donc des adolescents en fait qui sont morts de peur, très littéralement. Et en fait, elle va découvrir une cassette qui est prétendument maudite et dont le visionnage vous condamne à mourir de peur 7 jours plus tard. Et donc on va regarder l'extrait qui montre cette cassette maudite. Donc là, on vous a montré la cassette américaine, donc du film américain, du remake. Donc pour petite précision, c'est une cassette. Alors je vous dévoile un tout petit peu le poteau rose, une cassette qui aurait été fantasmée par un fantôme, imprimée sur pellicule, sur bande magnétique par un fantôme qui entrait cette cassette. Donc là, on aurait des vues du fantôme on est vraiment dans cette conception-là. Et alors maintenant, on résiste pas à vous passer la cassette de l'original, donc du remake, avant le remake, donc Ringu, donc de Hideo Nakata, donc qui sort en 98 et qui a à peu près le même scénario, évidemment. Et donc voilà, on va regarder un extrait. Je voulais montrer ce dernier plan que tout le monde oublie, mais on a déjà une première apparition de Sadako dans l'original. Alors Ring, j'ai envie de dire passage obligé pour notre conférence. Ça me semble essentiel de l'évoquer. Donc c'est un film qui a presque démocratisé tout un genre, donc qui s'appelle la Japan Horror, qui justement travaille beaucoup cette question du fantôme dans la machine, du fantôme qui utilise les voix numériques pour
pour en tout cas atteindre les condamnés, entre guillemets. Et donc voilà, Ring, c'est quelque chose d'assez fondateur dans cette culture contemporaine du fantôme. Ça a vraiment chamboulé et bouleversé vraiment beaucoup de représentations. Et du coup, j'ai envie de vous interroger sur ces deux cassettes. Ces deux cassettes, parce qu'elles ont des différences. Elles ont des différences de sens dans chacun des films et de ce qu'elles racontent. Donc, est-ce que vous pouvez justement un peu revenir sur peut-être les différences qui vous sont notables entre ces deux cassettes, et peut-être un peu revenir justement sur peut-être le manque de sens, ou en tout cas le côté très déconstruit, très énigmatique, mystérieux presque, de ces représentations de fantômes hantés. Il est clair que la vidéo américaine, c'est une attraction de foire pour moi. C'est un train fantôme. Hein. On a des choses qui dérangent, un doigt qui se plante dans un clou, un scolopendre, là, c'est un insecte, ça fait peur. On est sur des représentations symboliques très putassières, j'ai envie de dire. À mon sens, voilà, on cherche à faire peur, on cherche à créer du malaise, et on utilise des artifices de l'inconscient collectif, mais que tout le monde a digéré. S'il y avait eu un fœtus dans un bocal, ça aurait été la même, quoi. C'est vraiment, on est sur quelque chose d'esthétique, une recherche esthétique. Moi, je dis toujours que ça me fait penser à un clip de Sophia, c'est Sophia ou Flora, je sais plus, Sigismondi. Ouais. Donc pour ceux qui voient, c'est une vidéomaker qui faisait les clips de Marilyn Manson, du groupe Marilyn Manson à ses débuts. Donc toute l'esthétique de Manson à ses débuts était faite par elle. Et du coup, c'était plus maîtrisé même que ça. Hein. Ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, je suis dans un manège, voilà. Genre, je suis dans mon wagon, j'avance, et puis il y a un squelette qui pendouille au-dessus de moi, voilà quoi. Il y a quelques indices narratifs, effectivement, elle se retourne au bout d'un moment vers la caméra, donc ça nous donne un indice sur l'auteur de la vidéo. Ce qui m'interroge encore aujourd'hui, donc Ringo, ça a 21 ans, hein, c'est 98, je crois. Dans la version américaine, ce qui m'interroge encore aujourd'hui, c'est pourquoi avoir fait une scène miroir. C'est-à-dire que la scène où la mère se coiffe, elle est en miroir par rapport à la version japonaise. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Tu vois, en fait, je suis sur les détails, tellement ça ne m'intéresse pas, cette vidéo américaine. Voilà. Tu veux dire quelque chose dessus ? Oui, effectivement, la propriété de la vidéo japonaise est d'être mystérieuse, de proposer des énigmes. Il n'y a pas vraiment de sens. On peut recomposer le sens si vraiment, puisque c'est issu d'un livre de Koji Suzuki, on peut, en regardant la vidéo japonaise, recoller des morceaux et se dire oui, il y a une enquête, il y a un fantôme qui crée une vidéo, il va falloir comprendre ce qui se passe. Mais les indices sont extrêmement faibles. Et certains indices sont même trompeurs. Dans la vidéo américaine, si vous avez vu le film, tout ce que l'on voit quasiment à 80% dans la vidéo américaine est un indice. C'est des pointillés et puis il faut juste tracer les traits d'un point à l'autre. Et on a la trame du film, en gros. C'est extrêmement explicite. Alors après, je crois me souvenir d'une interview de Gore Verbinski, le réalisateur du remake américain, qui disait qu'il avait essayé d'y mettre des images qui lui le hantaient, qui lui faisaient peur, etc. Et qu'il disait même que la vidéo avait été difficile à tourner pour lui. Mais effectivement, oui. Quand on a vu le film, finalement, même si elle est beaucoup plus développée, longue, explicite que la vidéo japonaise, quelque part, elle est beaucoup moins inquiétante. L'image est de très bonne qualité, tous les plans sont très propres, tout est très esthétisé surtout. On a même des effets de caméra relativement sophistiqués, cinématographiques. C'est un peu étonnant. Peut-être que Samara est réalisatrice, c'est un fantôme. Peut-être que le fantôme a une vocation de réalisatrice. Mais... Oui, en fait, là, en la revoyant, je me demande à quel point ça n'a pas influencé American Horror Story. C'est vraiment le même délire qu'American Horror Story. C'est à la trame narrative dans la vidéo, et quand tu as vu toute la saison, tu as compris pourquoi le générique était comme ça. Mais ce qui m'intéresse aussi, moi, sur les deux, c'est le son. Parce que souvent, quand on regarde un film, on n'écoute pas un film. Et la vidéo américaine est très organique, comme si on mettait des mains dans des choses gluantes, dans des entrailles, ce genre de choses. Alors que la japonaise, en fait, c'est des bruits métalliques, des tuyauteries,
crissements de métal, de fer, qui en fait ramènent pas du tout à un quelconque indice organique, que ce soit un fantôme, que ce soit un humain. En fait, on se demande toujours pourquoi ce sont. Et sans spoiler le film, il n'y a pas, ça induit pas dans l'enquête du film ce qui va se passer en fait. C'est vraiment juste complètement à côté de la plaque, j'ai envie de dire. Ces images en fait, elles sont dérangeantes parce que justement on y cherche un sens et on n'y trouve pas. C'est une pure abstraction. Et du coup, voilà, ça me renvoie souvent aux critiques entre guillemets qu'on peut faire au film de Lynch. Quand on comprend pas trop, on dit ouais bon, il a mis des images un peu random parce que c'est un artiste. Il y a un peu cette idée-là en fait, je trouve dans la vidéo japonaise et du coup après, même la réaction de la comédienne, Naomi Watts a l'air beaucoup moins choquée des images qu'elle vient de voir que je sais plus comment ça s'appelle. C'est Asakawa, je sais plus. Enfin voilà, en fait, on est ambiancé avec le personnage, je trouve. Genre, on vient de voir les images et on est là, ok, ça veut dire quoi? C'est marrant que tu aies choisi d'ailleurs les extraits du film, vraiment, dans le contexte, parce que ces vidéos, elles existent en séparé. Vraiment, elles avaient été mises à disposition sur Internet à une époque. Pour l'anecdote, si vous achetez le coffret DVD de Ring, oui, et si vous laissez tourner, vous avez juste la vidéo maudite, et si vous le lancez, à la fin, il y a votre... Alors moi, je l'ai lu sur une Play 3. Oui, il s'éteint. Et ma console s'est éteinte. J'étais pas bien. Et si tu laisses tourner le menu trop longtemps, la vidéo se lance aussi. Un peu pour te motiver en mode qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire maudire. Regarde le film, regarde le film. C'est ça. Et en fait, c'est assez intéressant parce que en fait, alors, on va revenir du coup sur cette question du fantôme et sur cette question du sens du fantôme, de chercher du sens à un fantôme. En fait, c'est que justement, vous le dites, la vidéo américaine est presque limpide. Elle se donne comme une espèce d'image, voilà. Tout serait clair à la vision du film américain. Je ne sais pas si c'est votre sensation également. Le film japonais, en effet, est beaucoup plus cryptique. Des gens qui rampent, des kanji qui bougent. C'est très étrange. Mais en fait, dans les deux films séparés, vous allez avoir le même procédé. Le moteur narratif du film, ça va être Blowout, quoi. Ça va être, on a une cassette maudite, il va falloir revoir la cassette en boucle pour trouver des indices pour élucider le mystère. On est dans un mouvement de regarder des images en boucle. Et en fait, dans le Ring japonais, ces images maudites sont beaucoup plus parlantes de l'histoire du fantôme et sont beaucoup plus intéressantes une fois le film passé. Le mystère est beaucoup plus haletant qu'une putain de chaise qui tourne sur elle-même, quoi. C'est quand même très étrange, quoi. Enfin, c'est de mauvais goût, pardon. C'est très gros. Enfin, personnellement, je trouve ça très grotesque. Je sais pas si vous partagez mon sentiment, mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus oui, démonstratif, exactement. C'est vraiment un train fantôme. Et donc, cette quête de sens d'une vidéo maudite, donc ce mouvement des vivants de regarder les productions des morts, que ce soit sur une image spirit, en fait, c'est vraiment une question narrative. C'est-à-dire que le fantôme, comme tu l'indiquais, est un messager. Et pareil, moi je me demande, et du coup j'aimerais bien vous entendre là-dessus, qu'est-ce que le fantôme peut bien raconter, en fait, simplement? Quels sont les messages des fantômes? Quelle fonction a le fantôme presque dans les histoires, en fait? C'est toute la question. C'est toute la question de Ring, et c'est souvent la question du fantôme en tant qu'objet narratif. Ce qu'il est, à mon sens, à 90% du temps. Hein. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est un incident. Il n'a pas à être là et d'un coup, il se manifeste. Et donc, du coup, pourquoi il se manifeste? Est-ce qu'il fait partie des murs? Mais alors, s'il fait partie des murs, il y a une histoire à cette maison. Donc, il y a un fantôme dans cette maison, mais il y a forcément un sens. Pourquoi ici et pas ailleurs? S'il imprime des images sur une vidéo, c'est qu'il veut me dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Et ainsi de suite. Et en fait, ça construit toujours une enquête, qu'elle soit une quête personnelle ou une quête professionnelle. D'ailleurs, dans Ring, il y a un peu les deux. Mais oui, c'est une ficelle, c'est un fil rouge, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un incident qui est cette apparition fantomatique ou le visionnage de cette cassette qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter là, en fait. Déjà, on est un peu privilégié quelque part, même si ça fait peur. Il nous est apparu à nous, et du coup, c'est une quête de sens personnel aussi. C'est pourquoi, moi je l'ai vu, on va souvent aller scander si vous avez eu des expériences paranormales. En général, ceux qui en ont eu ont toujours envie de le partager et de dire non, mais t'es pas obligé de me croire, mais moi ça m'est vraiment arrivé. Et voilà. Et du coup, on a toujours envie de le partager et on a envie de trouver du sens à tout ça, quoi. Pourquoi à cet endroit-là? Pourquoi cette personne? Est-ce qu'elle est identifiable? Quel âge elle a? Voilà.
Oui, j'ai assez peu de choses à ajouter, à moins de repartir sur la littérature, par exemple, parce que c'est un peu la littérature qui finalement a créé le fantôme tel que nous le pensons aujourd'hui. Je parlais de l'Odyssée. Après, il a été assez peu présent. Il y a évidemment le fantôme du père dans Hamlet de Shakespeare. Il y a le château d'Otrante. Et puis, il faut vraiment attendre le 19e siècle pour que le fantôme soit présent en littérature. Ça a pris pas mal de temps. Et à partir du moment où il apparaît, aussi bien dans la littérature européenne qu'américaine d'ailleurs, il a des fonctions extrêmement variées. On a, mine de rien, beaucoup de fantômes bienveillants qui sont là pour envoyer des signes, pour prévenir de quelque chose. Souvent, ça se passe mal parce que le fantôme n'est pas compris. On a la question de la lisibilité, en partant du principe que le fantôme se situe dans l'infranchissable. Il est dans une zone qu'on ne peut pas franchir. Et vice-versa. Il peut venir un peu vers nous, on peut le percevoir un petit peu, mais il y a toujours quelque chose d'inassouvi, en fait. Et si du coup il a un message à nous transmettre, il y a de fortes chances que le message soit perçu, mais de façon incomplète, insatisfaisante. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver en littérature. Donc là, on est dans le fantôme bienveillant. Il y a des fantômes bienveillants qui fonctionnent, on en trouve pas mal dans la littérature victorienne. Il y a le fantôme malveillant, évidemment. Le fantôme vengeur, le fantôme indifférent. En général, dans la littérature, le fantôme indifférent, il faut juste ne pas aller l'embêter, le laisser tranquille. Il n'y a aucun contrat avec les humains. Parce que voilà, tu disais ou Benjamin parlait de cet aspect-là. Hein, on a aperçu un fantôme et du coup, on se sent concerné, on se sent interpellé. Et il y a peut-être une question de vanité qui joue un peu. Ah, moi j'ai vu quelque chose, voilà, c'était une expérience unique et c'est à moi qu'elle s'est adressée. Oh là là, je dois être quelqu'un d'un peu à part. Et ça induit l'idée d'un contrat, comme si on était censé vraiment entrer en dialogue, nourrir quelque chose. Là, dans Ring, effectivement, c'est un fantôme qui produit une cassette, et puis tout d'un coup, tout le monde se met en mouvement. Ah là là, il faut comprendre la cassette, il faut comprendre ce qui se passe. Et comme s'il était évident qu'elle était liée au meurtre, ou en tout cas aux morts. Oui. C'est quelque chose qui n'est jamais remis en question du film. Ça n'est jamais remis en question. Va résoudre Alors dans le contexte de Ring, c'est particulier parce que les personnages savent en amont, parce que notamment les héroïnes sont des journalistes, que le fantôme déclenche une malédiction. Une fois qu'on a vu la vidéo, une malédiction se met en route. On a 7 jours pour comprendre ce qu'il faut faire, sinon le fantôme vient nous tuer. Donc là, il y a un contrat qui est clair, même s'il est trompeur, et je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, hein, c'est un film à tiroir. Hein. On croit que dans Ring, l'histoire doit se résoudre de façon conventionnelle. Il faut reconstruire l'histoire du fantôme pour, mettons, lui offrir des funérailles dignes de ce nom, pour clore le chapitre. Et en fait, non, le fantôme a un autre plan en tête. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi en littérature. La question du pacte un peu faustien, hein, du pacte un peu trompeur, et du fantôme qui est plus malin que nous, qui sait plus de choses que nous de toute façon, et qui va aussi beaucoup jouer sur la vanité des gens qui l'ont vu. Voilà, et Ring, c'est exactement ça. Ring présente vraiment un fantôme qui est très très complet. Oui, tu parlais des fantômes positifs. On s'est un peu consulté, hein, évidemment, avant de faire l'intervention, et on cherchait dans le cinéma des fantômes positifs. Et c'est une vision... la vision occidentale du fantôme est amusante parce que dès qu'on a essayé de trouver des fantômes positifs, on est tombé sur des comédies. On est tombé sur Casper, on est tombé sur Ghostbusters. Enfin, dans Ghostbusters, ils sont même pas positifs ni négatifs, c'est genre des cartoons, quoi. Je sais plus trop sur quoi on était tombé, mais en fait, c'est assez rare. Obi-Wan Kenobi. C'est un hologramme. Sixième sens, ouais, ils sont bienveillants. C'est intéressant le sixième sens parce qu'on a des fantômes bienveillants qui finalement font peur au premier abord et sont bienveillants. Mais oui, pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux fantômes japonais, avec mes quelques connaissances de la culture japonaise, il est souvent envisagé, le fantôme, on le voit souvent dans les animés ou dans le manga, en fait, typiquement dans Yokai Watch par exemple. On a ce petit fantôme, ce petit spectre avec le petit triangle sur la tête. Et ça, c'est vraiment les âmes qui se baladent, ce sont des âmes, quoi. Ce que nous, on pourrait amalgamer, parce que les occidentaux, ils mélangent un peu tout, les démons, les fantômes, les âmes, les trucs. J'ai l'impression que les cultures
animistes sont beaucoup plus compartimentés. Et donc ça, ce sont pas vraiment des fantômes. Et en général, eux, ce que nous, on pourrait imaginer comme des fantômes, c'est des êtres qui font des petits gags. Genre, ils mêlent nos lacets ensemble pour qu'on trébuche, ce genre de choses. Et le fantôme dans le cinéma et dans la littérature japonaise, de ce que je sais, c'est ce que tu dis, c'est une malédiction. Et du coup, on est sur un concept assez fort au Japon qui a vraiment un nom. Et c'est une autre série de films que probablement vous connaissez, qu'on appelle Ju-On, qui a été traduit par The Grudge en américain. Donc il y a toute une série de films aussi qui existe. Et du coup, c'est ce que nous, dans notre émission sur YouTube, on a appelé la colère vengeresse post-mortem, pour essayer de le traduire en français. C'est-à-dire, il y a eu un incident mortel qui n'est pas voulu par la personne, et c'est pas un accident de type accident de voiture. C'est souvent un meurtre sanguinaire dans une atroce souffrance. Et du coup, en fait, il y a une marque, une espèce de sauvegarde qui est fait à un endroit précis, qui fait qu'on se souvient que ici il y a eu quelque chose, et que du coup, si on tourne autour de cet endroit, cette chose va se manifester pour nous dire qu'il y a eu quelque chose. Mais en fait, comme il est très maladroit, il va finir par nous tuer aussi. Alors que dans la culture occidentale, le fantôme qui nous apparaît en face de nous, on a envie de mener l'enquête, et en fait, il a un truc à nous dire. Et du coup, à la fin, il y a une révélation. Je pense notamment, puisque tu parlais de Poe, je pense notamment à La chute de la maison Usher, où en fait, il y a quand même toute une histoire sordide derrière, et en fait, on a une révélation qui est cathartique, quoi. On se dit, c'est bon, j'ai compris, qu'est-ce qui se passe, c'était chelou, mais c'est bon, j'ai fait mon enquête. Souvent, dans ces histoires de Ju-On, que ce soit Ring ou la série Ju-On, on est amené à évoluer dans l'enquête, mais en fait, on est soi-même maudit parce qu'on a été trop curieux, ou parce que le fantôme est venu nous chercher. En fait, voilà, ce qu'on disait aussi, le fantôme japonais, il nous tombe dessus, et on va pas le chercher. Alors qu'aujourd'hui, dans les cultures occidentales, on a souvent tendance à faire un peu les malins, en mode la maison est hantée, je vais y aller, et je vais vous prouver qu'elle est hantée. Et on se sépare, et puis on va à deux là, et puis à deux là. Ouais, c'est du storytelling de la maison hantée, c'est un lieu de film d'horreur, quoi. Et c'est vraiment une tradition japonaise, hein, le Ju-On, on a la même source tous les deux, c'est dans le bouquin d'Emenil, je crois, je sais plus comment il s'appelle, l'histoire de fantômes japonais. Bouquin qu'on vous conseille. Ouais, qu'on vous conseille. Fantôme en fait, cinéma japonais de Stéphane Duménildo. Menildo, c'est ça. Où en fait, il a une définition à travers une petite légende du Ju-On sur un type, un malotru qui doit se faire décapiter et qui est extrêmement énervé parce que le shogun l'a amené à se faire décapiter. Et en fait, il est très vaniteux. Et le shogun sent que le type est très énervé. Et au moment de le faire condamner, en fait, il place une pierre quelques mètres plus loin, puisqu'il doit se faire couper la tête. Et du coup, il lui dit, si t'es si fort que ça, essaie de me prouver que t'es capable des actions héroïques que tu as menées dans ta vie. Et une fois la tête tranchée, essaie d'aller mordre ce caillou. Du coup, on lui coupe la tête roule, elle essaie d'aller mordre le caillou, l'histoire ne raconte pas si oui ou non il arrive, et en fait, le bourreau du shogun lui dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et il dit, parce que le Ju-On possède cet homme, et s'il mord ce caillou, en fait, il va extraire l'intégralité de sa colère post-mortem, et en fait, il ne viendra pas me hanter. Donc c'est vraiment un truc médiéval. C'est une tradition vraiment japonaise, ce fantôme qui est extrêmement en colère et qui a besoin de détruire autour de lui, quoi. Moi, le fantôme a des secrets, quoi, avec lui. Il y a cette dimension aussi de non seulement il porte un message, mais il porte un message vraiment des révélations familiales. C'est le cas dans Ju-On, justement, le film, par exemple. Sadako dans Ring, justement, alors j'ai envie de dire sans trop en dire, mais en fait, l'extrait suivant va un peu griller le truc. Mais je vous propose qu'on y arrive. Ouais, tout à fait. Je suis vraiment désolé. Pour parler d'images, il faut les montrer, donc on va regarder la fin de Ring. C'est pas Enfin, c'est une fin. C'est une fin, et c'est une fin que vous avez tous vue. Et donc, on va la passer maintenant. Ah yes. Bon, si on refait la conf, je pense que je prendrai une figurante qui sortira par là en Sadako, ça pourrait être pas mal. Ou alors là, on mettra un faux écran et puis. Ouais, bon, faudra trouver un moyen. Ça a été vachement fait à l'époque. Hein.
Bon, alors du coup, je regrette vraiment de vous l'avoir spoilé. J'espère que parmi vous, la majorité d'entre vous l'avez vu, parce que c'est quand même une séquence assez culte du cinéma japonais et du cinéma d'horreur tout court, peut-être. Et je parlais de secret. Et en fait, il y a une lecture justement qui est assez commune de Ring. C'est que donc Sadako, en fait, a été assassiné par son père, jeté dans un puits et laissé à mourir pendant 7 jours. D'où les 7 jours de la malédiction. Alors, le personnage là a été maudit et 7 jours plus tard, le voilà mort de peur. Et en fait, ce qui m'intéresse avec cette histoire de puits, c'est que cette lecture connue de Ring, c'est que le puits, c'est le lieu des secrets. C'est le lieu qui conserve le secret, qui refoule du traumatisme, une mort violente, comme tu l'expliquais avec le Ju-On. Là, on est dans un cas de Ju-On, une mort violente où quiconque voit l'image sera châtié. Il y a un terme consacré pour ces femmes vêtues de blanc en général qui ont été violées, tuées très violemment, quoi. C'est des Yurei. Et c'est vraiment une figure du fantôme consacré. Il y a plein de noms. Et ces femmes-là, en l'occurrence, voilà, c'est Yurei. Avec la longue chevelure, vêtue de blanc. Qu'on retrouve dans The Grudge, Ju-On, qu'on retrouve vraiment. Je crois que la première apparition, si je dis pas de bêtises, c'est dans Chronique de la lune vague après la pluie de Mizoguchi, où il y a un Yurei qui est sur une barque. En général, en tout cas, les historiens du cinéma aiment dire que la première apparition au cinéma, c'est ce truc-là. Ah, mais quel beau film en même temps. Mizoguchi en 53, je crois. Donc voilà, donc là aussi, pour un peu de contexte, Ring invente des choses, mais puise quand même ses ressources dans une longue histoire du cinéma japonais. Et le fantôme dans le cinéma japonais, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement porteur, quoi. Comme tu l'évoques, le film de Mizoguchi, Les Contes de la lune vague après la pluie. Là, pareil, c'est dans les années 50, Kwaidan dans les années 70, 67, 73, non, 67, je sais plus. Ouais, 67, il me semble. Donc voilà, donc il y a une riche histoire du fantôme, mais là, il y a quelque chose qui est nouveau. C'est que le fantôme déborde. Le fantôme sort de ta télé. Tu regardes Netflix, t'as un fantôme qui sort. C'est en 3D. C'est en 3D. Alors, Ring 3D, ne le regardez pas précisément, parce qu'ils ont fait une version 3D avec des lunettes. Il y en a 2 ? Oh putain. Et bon, voilà, donc on est dans un fantôme qui déborde. Et alors, du coup, moi, il y a une question que je me pose, mais parce qu'en fait, le terme image, ça vient du. Alors là, je vais essayer de ne pas dire des bêtises. Ça vient du terme imago, qui en fait se réfère aux sépultures, donc à l'espèce de stèle de représentation du mort sur la pierre tombale. Il y a un terme consacré que j'ai oublié, mais le terme imago fait référence à cette représentation d'un mort sur un cercueil, quoi, sur une pierre tombale. Que vous voyez les rois de France, notamment, toutes ces choses-là. Donc le terme vient d'ici. Et en fait, il y a quelque chose, moi, alors du coup, que je vous propose, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est que en fait, moi, ma formation d'études cinématographiques aime bien rappeler que le fantôme a quelque chose qui relève profondément de l'image. C'est pour ça que peut-être qu'on s'éloigne, là, en parlant de tout ça, des représentations de fantômes, d'images maudites, ou de représentations. Voilà, on a parlé de littérature, mais en fait, un fantôme, c'est une apparition. Un fantôme, c'est une image. Et en fait, moi, j'ai toujours compris cette séquence-là comme une image télévisée qui devient une image dans la réalité, une apparition. On est toujours dans le spectre et dans le fantôme, dans une image, dans une apparition fugace, une représentation, une apparition. Alors en tout cas, ça, voilà, c'est un peu la doctrine universitaire. En tout cas, c'est un peu le consensus scientifique sur cette histoire-là du fantôme. Et en fait, j'aimerais bien justement vous entendre sur cette question de l'image et sur cette question de comment ça se fait que Nakata, ou en tout cas que l'air du temps, ait jugé bon de faire sortir un fantôme d'une télé, d'un vieux puits tout moisi. Moi déjà, je ne te rejoins pas sur la fugacité parce que là, il est vénère quand même. Genre, elle est là, hyper présente. Ah oui, non, tu sais que ça pue la merde. Hein. Normalement, tu la vois une demi-seconde, là, elle est là, quoi. Oui. Je m'étais jamais posé la question, je t'avoue.
Et pour moi, c'est assez nouveau. Hein. Il y a vraiment ce truc de... tu vois, en fait, en tant que spectateur, quand tu regardes le film, on va essayer d'en dévoiler le moins possible, parce qu'il me semble qu'il y a des gens vraiment qui l'ont pas vu. Et c'est un film qu'on vous conseille, même s'il a terriblement vieilli. Les personnages, je pense qu'ils ont résolu toute la situation. Tout est dénoué. Le spectateur aussi. Et du coup, on a cette catharsis qui s'opère, comme dans tout film d'horreur, j'ai eu bien peur, mais ça va mieux maintenant. J'ai tout compris. Et en fait, on a cette espèce de... Alors, c'est intéressant parce que on parlait de l'intro de Ringu, qui est, à mon sens, une réponse à Wes Craven pour son Scream. Ça, je pense que tout le monde a vu Scream. Avec cette adolescente au téléphone qui joue à un jeu malsain avec le tueur de Scream. Et du coup, c'était complètement nouveau, quoi. Quand les gens ont vu cette intro de Scream, tout le monde a fait « c'est incroyable, il a réinventé le truc ». Dès le début du film, on est pris aux tripes, on est en tension avec le personnage. Et du coup, Ring commence quasiment pareil. C'est deux adolescentes qui discutent, elles parlent d'une vidéo maudite, il y a un téléphone qui sonne, tout ça. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que... j'ai pas lu les romans, peut-être que Jérémy, toi, tu les as lus. J'ai l'impression qu'il y a une surenchère, vraiment en mode on a fait Scream, c'est bon, le cahier des charges il est rempli. Je suis hyper terre à terre dans mon raisonnement. Et on a fait le film de peur avec le fantôme et c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va en faire un peu plus et on va faire en sorte que le spectateur il soit sidéré, quoi, avec ce fantôme qui sort de la télé. Je m'attarde pas du tout sur l'aspect symbolique, justement, je m'attarde sur la façon dont on écrit un scénario avec des pics d'attention du spectateur. Et du coup, voilà, hein, tous les gens qui ont vu Ring en 98 étaient complètement waouh. En plus, l'effet, il marche très bien encore aujourd'hui. Hein. Il est pas kitsch, quoi. Ça sort vraiment bien de la télé. On peut contempler davantage le fantôme. Le fantôme qui est joué par une danseuse de Budo, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, donc c'est une danse japonaise qui est née après les événements d'Hiroshima et Nagasaki, ouais. Je crois. Voilà. Et donc c'est une danse désarticulée. En fait, c'est très organique. Justement. Ouais, la traduction de Buto, je crois que c'est, voilà, en tout cas le terme consacré, c'est danse des ténèbres. Ouais. Et on a vraiment cette jeune fille virginale en quelque sorte qui est désarticulée. En fait, ça renvoie à un attrait, on a envie de la connaître, mais en même temps, elle est terriblement repoussante. Elle a plus d'ongles parce que elle a fait un séjour dans un puits, et ainsi de suite. Et en fait, on a l'occasion de la contempler. Et en fait, on est stun nous-mêmes. Enfin, on est complètement. Tu la vois, cette image, elle est fantastique. Cette image de Sadako en pied, où en fait, elle te contemple. Et en fait, c'est toi, inconsciemment, en plus. Bon, la caméra est proche du sol, mais inconsciemment, t'es en empathie avec le personnage, et donc t'es comme ça dans ton fauteuil, et tu contemples cet objet de mort en face de toi, quoi. Moi, voilà, je le vois vraiment comme une surenchère et comme un nouveau monstre du cinéma que le réalisateur nous donne à contempler, plus que comme un mythe qui vit à travers une vidéo, quoi. Oui, d'ailleurs, je crois que la scène de la sortie du puits a été tournée à l'envers aussi, pour rajouter un peu d'effet creepy, un peu déstabilisant, un peu étrange. C'est un peu le film qui a lancé la J-Horror, hein, Ring, qui a remis au goût du jour. Il y avait des films d'horreur au Japon, mais c'est vraiment le film qui a propulsé la Japan Horror en tant que genre du renouveau. Il y a eu une nouvelle vague du cinéma d'horreur japonais qui finalement était assez courte, plus courte que prévu certainement, mais qui a commencé avec ce film, où on a retrouvé un intérêt pour la figure traditionnelle de la Yurei, donc ce fantôme féminin vengeur, qui en général a été malmené par les hommes, et en l'occurrence c'est le cas ici, hein, c'est un personnage de fantôme qui de son vivant a été malmené par son père. Là on est purement dans la tradition, et cette scène est intéressante parce que le fantôme émerge d'un puits, c'est-à-dire un objet de tradition par excellence, puis émerge d'une télévision, objet de la modernité par excellence, pour investir l'espace du cinéma. Donc c'est aussi une naissance du genre qui passe par la naissance du fantôme dans l'écran de cinéma. Donc c'est une scène qui est matricielle quelque part, hein. C'est une scène qui est très importante par rapport à ça. Et après, on pourrait gloser sur sa portée sociologique, sur ce que ça dit de l'histoire du Japon, sur ce que ça dit du mal que la télévision au Japon a fait à l'industrie du cinéma dans les années 60, 70, 80. Là, on a eu, notamment dans les 70-80, il faut s'imaginer que le cinéma japonais allait très mal. Il était vraiment concurrencé par la télévision. Je pense d'ailleurs à un film de 1959 de Ozu,
qui est une comédie qui s'appelle Ohio, je crois, de 1959, où on a des femmes dans un quartier résidentiel qui doivent s'occuper d'enfants qui ont reçu la télévision dans l'espace familial. Et donc on a des jeunes garçons, qui sont toujours des garçons d'ailleurs, qui sont obsédés par la télévision, et des mamans qui les surveillent en disant quand même, les garçons, vous pourriez aller dehors. On avait déjà ce divorce entre la tradition et la modernité, et entre les hommes et les femmes aussi, hein, c'était aussi une opposition des sexes, où les femmes travaillaient à domicile pendant que les garçons se divertissaient devant un objet curieux et profondément moderne. Et effectivement, on a eu une crise des studios de cinéma et des grands réalisateurs classiques, qui ont eu, même Akira Kurosawa a eu beaucoup de mal sur cette période à se remettre en selle. C'est venu dans les années 80-90. Voilà. Donc la télévision était un objet un peu maléfique par rapport au cinéma. Même Nakata d'ailleurs vient de la télévision. Je crois que l'actrice fantôme qui l'a réalisé avant Ring était un téléfilm. Le vraiment tout premier. C'est son premier long métrage, mais il a fait des téléfilms juste avant. Ouais. Et il a fait beaucoup de direct ou DVD érotiques. Donc il vient de la télé quand même. Ça se ressent terriblement dans la mise en scène de Ring. Oui, ça a une gueule de téléfilm. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'est une scène de naissance qui dit beaucoup de choses sur la société du Japon et qui a marqué le début de la Japan Horror, qui finalement n'a pas vraiment survécu de façon très probante aux années 2000, même si on a toujours heureusement Kiyoshi Kurosawa qui continue de sortir de très bons films d'horreur, qui est toujours là, et quelques autres un peu moins connus. En tout cas, voilà, pour moi, l'intérêt de cette scène, c'est que c'est vraiment symboliquement dans ce relais du puits vers la télévision, vers l'espace cinématographique, une scène qui est extrêmement puissante, quoi. Et en fait, justement, alors je crois que j'ai coupé l'extrait un peu trop rapidement, mais en fait, il y a la manière de tuer Kasadako. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué... Hop, pardon. Ah, j'étais presque. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Bon, c'est plus la bonne, si, bon. Bon, pardon. Vous avez vu, donc, que l'image passe au négatif. Et en fait, justement, c'est ça qui est dingue avec Sadako, c'est qu'en fait, non seulement elle a la capacité mentale, c'est un fantôme qui a la capacité d'inscrire sa malédiction et sa pensée dans une vidéo, dans des bandes magnétiques, et en fait, même la manière qu'elle a de tuer ses adversaires, ses adversaires, ça devient DBZ, la manière qu'elle a de tuer les condamnés, c'est précisément de les photographier, presque, j'ai envie de dire. Puisque en fait elle les terrorise de peur, leur visage est totalement déformé. Par ailleurs, les personnes maudites, si on les prend en photo, leur visage est brouillé. Voilà, ils sont condamnés même dans leur représentation. Et donc voilà, quand le personnage meurt, il est passé au négatif. Donc il y a cette espèce de renvoi presque de l'image. Et en fait, ce que je trouve justement très fort avec cette vague de la Japan Horror, c'est que les fantômes deviennent des fantômes médiatiques. Ils envahissent. Alors là, du coup, la machine, au sens vraiment de l'appareil médiatique, la télévision, dans Ju-On, on a des caméras de surveillance, où en fait Kayako donc de Ju-On apparaît très rapidement sur des caméras de surveillance. Et on est dans la Japan Horror, on a cette conception-là du fantôme qui s'exprime par tous les nouveaux dispositifs de captation. Et c'est assez nouveau aussi. Comme tu disais, le coup spécial, le jutsu de Sadako, c'est de tuer les gens de peur. Et à ma connaissance, j'ai pas d'autres exemples. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'indice d'arrêt du cœur, de ce genre de choses. En fait, il n'y a pas d'espèce de mort clinique, quoi. Ils sont vraiment morts de peur. Et effectivement, quand on retrouve ils sont figés de peur, des cadavres, ils sont avec une expression de terreur. Vraiment, ils en rencontrent. Enfin, voilà, genre on dit j'ai rencontré le beau, eux ils ont rencontré l'horrible, quoi. Enfin, c'est vraiment indescriptible. On est dans de l'indicible, quoi. C'est-à-dire que genre c'est tellement indescriptible la sensation d'épouvante qu'on peut ressentir que de toute façon le cerveau n'y résiste pas, quoi. Ouais. Donc on va passer maintenant à du coup voilà, on a un peu abordé cette question de Ring comme film matriciel, comme tu le disais, de cette nouvelle conception du fantôme. Donc d'un fantôme qui passe par les images pour maudire. Donc là on était dans de la fiction et là on va un peu brouiller les frontières entre fiction et documentaire puisqu'on va aller explorer le domaine du fan footage. Donc le fan footage, c'est un genre, j'ai presque envie de dire un régime d'images
qui en fait est un genre de cinéma d'horreur, majoritairement, qui va brouiller les pistes entre le documentaire et la fiction, puisque ça va être des faux documentaires qui se signalent comme des documentaires. On pense à l'exemple le plus parlant, c'est le projet Blair Witch. Et donc, on va vous passer un extrait d'un film. Je vais juste faire une intervention très rapide. Jérémy et moi, en tout cas, on en a la même vision, parce qu'il y a plein d'écoles d'analyse du found footage. Nous, on mélange le dispositif documentaire, faux documentaire, ce qu'on va appeler le mockumentary en anglais, ou le documentaire en français, et l'image d'archive. Et le projet Blair Witch, on est... alors c'est un peu spécial parce qu'on est sur des images d'archives de gens qui tournent un documentaire. Mais voilà, c'est des cassettes retrouvées, quoi. C'est vraiment des images d'archives de quelqu'un qui aurait pris aujourd'hui son téléphone et qui serait en train de se balader dans Strasbourg. Et d'un coup, on a retrouvé le téléphone, la personne a disparu et on fait le seul indice de sa présence, c'est ça, quoi. Et c'est ce qu'on passerait dans la salle de cinéma, quoi. Ça se présente vraiment comme ça. Alors on va regarder un extrait d'un film qui s'appelle Lake Mungo, réalisé par Joel Anderson en 2008. Et j'en profite du coup pour dire que c'est un épisode que vous allez traiter dans un Lost and Found. Donc vous tapez Lake Mungo Lost and Found et vous trouverez donc votre vidéo qui revient sur le film beaucoup plus en détail. Et donc c'est un film où Alice, je crois, est une Alice Palmer par ailleurs. Ça oui, il y a beaucoup de clins d'œil au Twin Peaks de David Lynch dans le film. Et donc c'est un film, Lake Mungo, qui en fait raconte l'histoire du deuil d'une famille, puisque Alice est décédée, et donc une adolescente de 17-18 ans. Et en fait, la famille va, au fil du film, commencer à voir des choses dans la maison, et peut-être à vouloir les voir. Et en fait, donc on va vous passer un extrait de Lake Mungo. Et c'est le moment où ils font une séance de spiritisme. Alors je crois avec une table Ouija, mais je suis pas sûr. Enfin voilà, une séance de spiritisme, puisqu'ils appellent un curé ou un prêtre qui est spécialisé là-dedans, un exorciste. Et Matthew, donc le frère, a installé des caméras de surveillance pour filmer la séance de spiritisme. On va regarder ça. Donc scène assez voilà, une des premières scènes du film, donc où vraiment la famille commence à le père est très sûr que c'est sa fille. Moi je suis pas certain, hein. Mais en tout cas voilà, c'est donc un très beau film, je trouve, qui raconte vraiment cette capacité, en tout cas pas cette capacité, presque cette malheureusement cette incapacité à faire le deuil, et plutôt cette malheureuse capacité à trouver des fantômes là où malheureusement il n'y en aurait peut-être pas. Et donc voilà, alors le fan footage, c'est vraiment un genre particulier. On peut citer des exemples connus, hein. On peut citer Rec, alors là on est sur du film de zombies, mais on peut aussi citer Paranormal Activity. Ouais, Cloverfield, voilà. Bon là on s'éloigne du fantôme, mais en tout cas... sur ceux qui sont extrêmement populaires, voilà. Ouais, bien sûr. Noroi de Curse, qu'on n'aura malheureusement pas forcément le soin de le montrer ce soir, mais Noroi de Curse qu'on vous encourage vivement à voir. Film japonais très, très étrange, mais très, très intéressant aussi. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est un autre mouvement. Le fan footage va dans un autre mouvement de l'apparition du fantôme. C'est-à-dire que le fantôme, jusque-là, nous apparaît malgré nous. Il vient et il nous pop à la tronche. Et si on a de la chance, on a une GoPro pour le prendre vite fait en photo. Donc là, on est dans de l'apparition fugace, ou en tout cas dans une apparition malgré nous. Et le fan footage va avoir cette tendance à multiplier les sources vidéo et à vouloir capter un fantôme absolument. À vouloir vraiment... si un fantôme n'est pas apparu, c'est qu'on n'a pas tout filmé. Il y a un peu cette idéologie-là, quoi. Alors du coup, on va mettre des gros pros de partout, on va essayer de cadrer strictement tout. Et donc voilà, il y a cette question-là. Et alors justement, je reviens sur quelque chose qu'on avait discuté en off en préparant l'intervention. C'est quelque chose qui est assez dingue, c'est que plus... donc là, on est dans des capacités aujourd'hui d'avoir des GoPro en 4K, mais par contre, on n'a jamais filmé de fantôme de manière nette. Il faut que l'image soit crado. Et dans le fan footage, il y a ce vrai parti pris esthétique d'avoir des images dégueulasses. Et on est toujours dans cette zone de flou. Alors du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du fan footage et de sa relation au fantôme ? C'est une problématique qu'on essaie de mettre en avant effectivement dans notre émission sur YouTube. Parce qu'on est tombé assez vite d'accord, toi et moi, sur le fait que le fan footage, en fait, c'est un film narratif. Et pour ceux qui ont connu les caméscopes
alors pas argentique, mais numérique. Donc les HI-bits, les DV, mini-DV, ainsi de suite. Même VHS pour certains, les plus vieux d'entre vous. Ce qu'on faisait, c'est qu'on filmait souvent des... Enfin, moi, j'ai commencé en tant que vidéaste en faisant des films, ce qu'on appelle tourner-monter. J'étais avec mes potes, l'après-midi, on imaginait des scènes, et en fait, on appuyait sur le bouton rec, hop, ça shootait. Et puis, hop, je coupais, et après, on passait à la scène suivante. Et si c'était raté, il fallait faire un petit reroll. Et du coup, en fait, on avait toujours un glitch, parce qu'on n'était jamais à la microseconde précise. Et en fait, ça a une valeur documentaire dans le found footage, c'est qu'on ne peut pas tricher, parce que de toute façon, il y a ce glitch qui fait qu'on sait que ça a coupé, et qu'on est repassé par-dessus. On n'arrive pas à faire on arrive à faire du found footage en HD, mais ça, en termes de narration, c'est beaucoup moins intéressant parce que c'est des fichiers avec des numéros et des extensions .mov ou MP4 dans un caméscope, et on peut passer par-dessus, les effacer, supprimer. En fait, on peut faire la narration qu'on veut. Ça, c'est la première chose qui nous intéressait dans le found footage. Ensuite, effectivement, depuis qu'on est passé en HD, on a cessé d'évoluer au niveau de la définition. On était en 720p, on est passé en 1080p, on est passé en 4K, là il y a la génération 8K qui arrive, donc l'Ultra HD, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Et on n'a jamais capturé de fantôme depuis qu'on est passé sur de la 4K. Parce que en fait, ce qui est intéressant dans Lake Mongo, c'est que c'est tout au fond de la pièce, c'est tout dégueu, et là par exemple d'ici je vois une petite loupiote qui vient de s'éteindre d'ailleurs, et elle reclignote. Et du coup si je fais un zoom là-dessus, je fais « Ah mais c'est hyper intéressant, il y a un visage ». Mais en fait, il y a un gain absolu parce qu'on a zoomé comme des porcs sur le truc. Et du coup, en fait, ça pourrait être, je sais pas moi, genre un tableau. Parce qu'en fait, dans cette maison, on évolue dans le documentaire dans cette maison, on n'a jamais fait attention s'il y avait un tableau en fond. Et d'un coup, comme le film nous dit, c'est là que tu dois regarder, d'un coup, on y voit un visage. Parce qu'en plus, notre nature de spectateur est évidemment guidée par le témoignage du père de famille. Et du coup, voilà, on n'a pas ce truc-là avec la HD parce qu'en fait, si on zoom, et ben en fait, on se rend compte que c'est un tableau. Du coup, mince, c'est beaucoup moins intéressant. On se retrouve souvent avec des found footage qui fonctionnent avec justement sur des documents anciens. Et du coup, même aujourd'hui, on a tendance à, quand on fait du found footage, mener des enquêtes sur des événements passés. Genre, on a retrouvé des bobines qui datent de 76. C'est intéressant, on va faire un docu en 4K dessus, mais les documents, ils datent de 76. Donc, ce sera sale. Voilà. Et ça casse cette dynamique en fait de véracité, de fausse véracité en fait. Et justement, en fait, tu as posé aussi une question, enfin en tout cas, tu as amené un sujet qui est assez important, c'est qu'en fait, cet aspect sale de l'image, peu soigné, trahit son authenticité en fait. C'est une image qui n'est pas truquée, qui n'est pas manipulée, qui n'a pas été comme les vieilles photos de William Hope n'ont pas été vraiment truquées. Hein. Elles sont étrangement beaucoup plus nettes que les résultats qu'on a là en plus, les photos de l'époque. Mais en fait, justement, cette saleté-là de l'image trahit une authenticité. Et en fait, c'est une chimère en fait, que de croire qu'une image est authentique dans du fan footage. Mais justement, il va quand même y avoir un peu toujours cette porosité avec le documentaire. Est-ce que tu peux, par exemple, un peu nous parler de Blair Witch, la manière dont le film a été vendu ? Parce qu'il y a une histoire intéressante là-dessus, quand même. Je vais laisser la parole à Jérémy un peu. En plus, il connaît très bien Blair Witch. Très bien, peut-être pas, mais... oui, alors c'est un film d'étudiants, plus ou moins, au départ. Hein. Le film est sorti en 94, mais la genèse, vraiment, ça remonte à quelques années auparavant. 2 amis étudiants qui voulaient faire ce projet-là, et avec le moins de moyens possible. Hein. Ils ont acheté une voiture, enfin, ils se sont débrouillés, c'est vraiment du bricolage pur. Et ils ont réuni des acteurs, ils ont fait un casting un peu étrange. C'était toi qui m'avais trouvé ce document, je crois, parce qu'on a également travaillé sur Blair Witch. Il me semble que le document disait, le casting disait, si vous voulez tourner dans des bonnes conditions et faire un tournage normal, c'est pas la peine de postuler, quoi. Enfin, un truc hyper rédhibitoire en mode surtout ne postule pas, quoi. Voilà, puisque le principe de Blair Witch, c'est qu'on va lâcher 3 comédiens dans la forêt et puis on va leur donner des instructions, mais on va les laisser improviser et surtout on va vraiment les laisser seuls dans la forêt.
Ils avaient certaines nuits de tournage le droit d'aller dans un hôtel, mais vraiment ils devaient être en condition. Donc ils mangeaient très mal, ils avaient froid, ils avaient peur pour de vrai. Et c'est un film qui porte cette marque un peu réaliste. Hein. C'est un peu sa singularité, c'est que la peur des comédiens est souvent authentique, leur fatigue aussi, leur nervosité aussi, etc. C'est ce qui en fait aussi du coup le prototype parfait du found footage et l'exemple d'une certaine façon inégalé. On a fait de bons found footage depuis, mais là on est vraiment dans une expérience qui est très particulière. On jouait vraiment à faire peur pour de vrais acteurs. Quand ils dormaient dans la nuit sous la tente, les réalisateurs faisaient du bruit autour, etc., etc. Il me semble qu'on avait vu qu'ils avaient des bouteilles de lait vides. Le matin, quand ils se levaient, ils avaient un point de rendez-vous. Et en fait, ils avaient des bouteilles de lait. Et dans chaque bouteille de lait, sur chaque bouteille de lait, il y avait le nom du personnage. Donc il y a 3 comédiens. Hein. Et en fait, il y avait une feuille A4 qui était la direction à suivre dans la journée. Mais pas la direction, le chemin. Hein. Genre, aujourd'hui, tu es acariâtre et tu vas t'embrouiller avec un tel. Et en fait, voilà, c'est un peu comme une immense murder party. Ils gardent le truc dans leur poche. Et c'est genre, je ne dis pas que je vais être acariâtre avec un tel, mais c'est ce que je dois jouer aujourd'hui dans la journée. Quoi. Donc on est vraiment dans cette recherche de l'authenticité. Et du coup, je vous propose un extrait, pour le coup, qui relève plus de J'irai dormir chez vous, mais version fantomatique, puisqu'on va attaquer le sujet hautement polémique du chasseur de fantômes, avec Gus DX, qui est donc un youtubeur qui a eu pour lubie de se doter de plein de GoPro, de se filmer, d'avoir plusieurs caméras et de réunir un tas d'objets typiques de la chasse aux fantômes. Et on va voir un extrait donc, de son 2e épisode à Tanaïs, près de Bordeaux. Absolument. Et voilà, on va regarder un petit passage. Voilà, extrait du coup qui se présente vraiment comme un documentaire. Hein. À aucun moment c'est présenté comme une fiction. C'est vraiment quelque chose que Gus DX met en avant comme. Voilà, le postulat est simple. Hein. Pendant 2 heures, il se filme. Il va sur des lieux jugés maudits et il va voir ce qui se passe. Pas que. Donc voilà, est-ce que vous pouvez un peu présenter le travail de Gus DX qu'on connaît tous les 3 très bien? Oui, alors je vais appeler Guillaume parce que je connais personnellement cette personne. Je le connais via le biais de son travail. Hein. C'est pas un ami c'est pas un ami proche et c'est pas un ami d'avant chasseur de fantômes. Avant, c'était un YouTuber qui faisait du Minecraft. Voilà, donc ça m'intéressait beaucoup moins. Mais c'était très bien ce qu'il faisait. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup raconter des histoires dans Minecraft. En fait, il faisait des machinima. Donc, la définition du machinima, c'est on se sert d'un moteur de jeu donné. Et en fait, on fait des fictions à l'intérieur de ce jeu en déplaçant la caméra en 3D, en manipulant les personnages non joueurs ou les personnages joueurs. On essaie de recréer des scènes. Voilà. Il y a des très bons films machinima. Il y a notamment des longs métrages d'1h30. Je pense notamment à un film fait sur le moteur de GTA 4 qui dure 1h35 par un étudiant de la fac de Bordeaux qui était très bien. Bon, bref. Et donc du coup, il s'est un jour lancé dans cette espèce de quête de chasse aux fantômes. Et donc ça, c'est le 2e épisode. Ça a beaucoup évolué hein, depuis. Même lui a énormément évolué. Là, en fait, c'est un peu grotesque. Et je vous ai beaucoup entendu rire. Je partage aussi ces rires parce que il y a des maladresses déjà sans visage en gros plan. Ces affirmations qui sont tout à fait. Il y a un ton très MTV aussi, quoi. Ouais, je le dis. Mais après, il parle comme ça. Et c'est un ancien animateur radio aussi. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il a cette façon de parler. Donc, je vais pas me faire l'avocat du diable. Voilà, je vais essayer de rester neutre, mais il a eu tout un tas de problèmes. Il a toujours tout un tas de problèmes par rapport à son émission. Donc, je vais essayer de pas trop le défoncer quand même. Voilà. Et donc, du coup, voilà, il part dans des lieux. Alors, je pense que là où c'est intéressant, c'est qu'il a lancé en fait un phénomène. Il existait des émissions de chasse aux fantômes anglo-saxons. Je pense notamment à Ghost App, Ghost Hunter, ce genre de trucs qui passent à la télé. Et en fait, on a systématiquement des mises en scène qui relèvent du cinéma ou de l'accident, comme je disais. En général, ils voient un fantôme et ils disent « Oh là là là, vite !» Et la caméra arrive et « Tu l'as eu ?» « Non. » « Ben ouais, mais il était là, je te jure. » Il y avait toujours ce truc, cette mise en scène qui a été maintes fois parodiée par différents vidéastes, notamment sur YouTube. Et lui, en fait, je sais pas, son trip, c'était pas du tout Ghost Trap ou quoi. Son délire, c'était Antoine de Maximi.
et j'irai dormir chez vous. Et du coup, il s'est dit, voilà, enfin, nous, avec Alex, on aime bien dire chasseur de fantômes, c'est j'irai dormir chez les fantômes. Et donc, du coup, il a utilisé le même dispositif, c'est-à-dire qu'il a une caméra qui filme à l'avant, sur son épaule, et il a un espèce de bras mécanique ici, qui filme son visage et qui est une GoPro pour avoir le maximum de champ possible. Et il est tout seul. Et il est tout seul. Et du coup, c'est ce qui fait que ça a extrêmement bien marché aussi au départ, parce que les gens, évidemment, on leur dit, je vais voir des fantômes, donc les gens ils disent, oh là là, ça fait peur. Et lui, il fait, moi, tu sais quoi, j'y vais tout seul, quoi. Donc voilà, tout le monde se dit mais attends, mec tout seul et tout, qu'est-ce qui va se passer? Et ça fonctionne, enfin voilà. C'est l'appel du produit était très bon, quoi. Après, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute Peut-être sur moi, ce qui est assez frappant avec cette démarche-là, c'est qu'on est vraiment du coup dans la croyance que les appareils technologiques vont révéler les fantômes, en fait. C'est-à-dire que la démarche, vous l'avez vu, on a un travail de montage assez fort. On a des pourcentages de potentialité d'apparition. Il y a tout un tas de choses nouvelles, juste pour essayer de faire un peu la recette GuziX. Il y a cette façon de mettre en scène avec je me filme et je filme devant moi et c'est Antonio Maximi qui trace au Mexique et qui dit à des gens oh là, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Voilà. Il y a vraiment ce truc là, on est au plus proche de lui, il nous livre des commentaires en temps réel et ça, je pense que ça vient aussi de sa carrière de vidéaste Minecraft, puisqu'en fait il fait très concrètement du let's play, mais de la vraie vie en fait. Donc il fait sa partie de jeu vidéo, mais sauf que c'est pas un jeu vidéo, mais il décrit précisément ce qu'il voit, notamment le oh là là, je suis entouré d'arbres. No shit, c'est dans une forêt. Il y a le concept du HUD ou du ATH. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, ça vous parle. Donc c'est ce qu'on va appeler l'affichage tête haute. Et en gros, c'est toutes les informations que vous allez avoir à l'écran si vous êtes joueur de jeux vidéo, c'est-à-dire vous allez avoir votre barre de vie, votre barre de magie, la barre de vie des ennemis, ce genre de choses. C'est en fait les informations qui vont guider les joueurs sur leur évolution dans le jeu. Et on sait que les joueurs de jeux online, notamment de World of Warcraft, ont une faculté à lire les HUD de ouf parce qu'il y en a partout, quoi. On comprend rien, il y a des chiffres dans tous les sens. Et lui, en fait, il s'est servi de ce truc, mais je pense qu'il l'a fait de façon assez inconsciente. Il s'est servi de ce truc et en fait, du coup, on est extrêmement bien installé dans la vidéo parce qu'il y a le petit médaillon. C'est pas enfin en plus il le détourne son médaillon, donc on voit bien que c'est une incrustation. Il y a le pourcentage, il y a l'heure qui s'affiche. Des fois il y a la température, des fois il y a et ainsi de suite. Et ça a encore plus évolué maintenant quand il se déplace dans des maisons, il fait carrément le plein au sol de la maison. Donc du coup en temps réel on le voit se déplacer. Il y a un petit point qui se déplace dans la maison. C'est vraiment très ludique, quoi. On est complètement dans du jeu vidéo, quoi. Là on voit bien que c'est sa caméra déportée parce qu'il y a la petite icône qui va bien. Enfin c'est incroyable ce qu'il a mis en place et du coup ça c'est vraiment sa recette, qui a été maintes fois copié, parce il a vraiment inventé un truc. Enfin, vraiment, ça c'est une qualité que je lui trouve, c'est que personne n'a fait ça avant. C'est un produit qui s'est pas trop exporté en dehors des vidéos francophones. Mais aujourd'hui, sur YouTube, tu fais une recherche chasseur de fantômes, tu as ce dispositif-là, obligatoirement, quoi. Alors du coup, il va falloir qu'on avance, malheureusement. Ouais, désolé. Non, mais très bien. Il va falloir qu'on avance sur, du coup, une... Juste, tu voulais préciser ? Ouais, je voulais ajouter un truc par rapport justement au fait de mettre des caméras partout. Il y a cette idée d'omniscience, en fait. On rejoint en fait ce qu'on disait au tout début. Le fantôme, il apparaît de façon accidentelle et hop, il faut le prendre en photo. On sait que les Warren, ils avaient mis en place dans leurs enquêtes il y a quelque temps maintenant des dispositifs avec des détecteurs de mouvement. Gus, il va utiliser tout ça. Il va avoir un détecteur de mouvement, il va avoir un capteur thermique, il va avoir une caméra de l'armée qui permet de filmer vraiment, vous savez, ce que j'appelle moi la vision Predator, donc avec vraiment les zones de chaleur et tout ça. Il a notamment fait un épisode avec une caméra à 360 degrés, donc en fait on est dans la maison avec lui, et si on regarde la vidéo sur son navigateur, on peut avec sa souris tourner la caméra autour de lui pour bien voir si peut-être qu'il a raté un fantôme en haut dans la lucarne du haut plafond. Bah moi je peux le voir, et après dans les commentaires je peux lui dire mais à 13 minutes 22 t'as pas vu qu'il y avait un fantôme? Et c'est ça en fait, c'est cette omniscience, et en plus il a cette intelligence avec cette caméra 360, ça c'est vraiment un dispositif qui est nouveau, de nous mettre nous en fait dans la confidence, c'est-à-dire que nous on peut voir des trucs que lui n'a pas vu, parce qu'en fait on aime bien que le fantôme il apparaisse pas devant nous, qu'il apparaisse derrière nous, donc si on a une caméra qui filme derrière nous c'est vachement plus cool parce qu'on peut le voir. Voilà, c'est pour ne rien rater, quoi. Puis ce qui est marrant avec le 360 et même avec ces dispositifs qui filment tout, c'est qu'en fait il y a une capacité presque démiurgique, quoi, de tout voir. Ouais, complètement. Et en fait, ça conjure un truc qui pose bien problème dans les films d'horreur et dans les captations de fantômes, c'est qu'il n'y a plus de hors-champ, en fait. On essaye vraiment d'évacuer le hors-champ,
Et pour le coup, ouais, c'est vraiment... il faut une profusion d'images, quoi. Les émissions là durent 2 heures. Souvent, moyenne, c'est ouais. 2 heures de lui qui marche c'est 2 heures de lui qui marche, mais en fait, il a ce réflexe de mettre les rushs. Donc les rushs, c'est quand vous avez votre appareil photo, vous enregistrez une vidéo et vous le modifiez pas du tout, c'est juste directement sorti de l'appareil photo. C'est ce qu'on appelle un rush. C'est vraiment le matériau brut en audiovisuel. Et en fait, lui, il a l'habitude de ne rien toucher, ne rien modifier et de jurer sur l'authenticité de ces images là-dessus. Oui, et puis c'est quelqu'un qui va s'amuser un petit peu aussi à faire des expériences, parce qu'on parle beaucoup d'images depuis tout à l'heure, mais on parlait un peu de son précédemment. Il a des dispositifs sonores, du coup il a des microphones spécifiques, il a des choses qui se déclenchent uniquement, pareil, s'il y a un bruit avec un certain nombre de décibels. Il a mis en scène un thérémine, donc c'est un instrument magnétique. Si vous posez votre main à côté de la barre, en fait, ça va produire des sons. Vous savez, c'est ces sons qu'on entend un peu quand on imagine les films de science-fiction des années 60, c'est de soucoupes volantes, voilà. Notamment dans la bande originale de Mars Attacks, on a beaucoup de thérémine, dans Star Trek, ouais. Et du coup, en fait, voilà, il s'est dit, c'est un truc qui réagit au magnétisme. Du coup, on va mettre un thérémine et on va voir s'il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose. Parce que c'est ça le truc qui est ouf aussi, c'est que le mec, il se passe toujours des trucs. Oui, c'est ça. Ou alors justement, on veut les voir, quoi. Oui. Il n'est pas dans le. C'est très péremptoire son truc. J'affirme sans scrupule que. Maintenant, c'est plus comme ça. Ouais. Avant, c'était comme ça. Il y a eu une espèce de phase de rédemption pour des raisons que nous n'allons pas citer ici. Voilà. Donc malheureusement, il va falloir qu'on avance. On va donc passer à une autre problématique du fantôme dans la machine, le fantôme sur le réseau, le fantôme d'Internet. Puisque, vous le savez, quand vous vous connectez sur Internet, vous pouvez parler à votre tante qui habite dans le village d'à côté, mais surtout à plein de fantômes, de gens morts qui vous parlent. Ça, c'est juste, faut l'accepter à un moment. Et donc, évidemment, avec l'avènement des réseaux, on a eu plein de légendes urbaines et plein d'images maudites. Alors là, pareil, petite compilation tout à fait sympathique. Est-ce que je peux te couper 10 secondes ? Est-ce que je peux te couper 10 secondes ? Vas-y. Non, c'était pour conclure vraiment sur le dispositif précédent. Il y a quelque chose, parce qu'on n'en a pas parlé pendant tout le moment où on parlait du fan footage, mais c'est hyper intéressant et ça vous concerne vous aussi. C'est que quand il fait Chasseur de fantômes, il est dans un dispositif de documentaire et après, durant une petite phase, il a fait de la fiction où il se mettait en scène de la même façon, sauf qu'il mettait un carton. Ceci est une œuvre de fiction. Et en fait, ça n'intéressait personne. Et en fait, c'est un espèce de faux semblant, c'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire que quand on nous dit pas que c'est de la fiction, tant qu'on nous le dit pas, on est dans cette suspension d'incrédulité qui fait qu'on a envie d'y croire et il nous embarque. Voilà. Et c'est le dispositif du fan footage, du faux documentaire et de la chasse aux fantômes ne fonctionne que sur cette base-là en fait. Voilà, c'est hyper. Enfin, j'insiste dessus parce que Blair Witch, s'il avait marqué que c'était genre un film de fiction, tout le monde dirait ok, j'en ai rien à foutre. Exactement. Et donc on va regarder un peu, du coup des images maudites du net. Alors je vais un peu vous contextualiser ces images-là. Donc là on a le Momo Challenge qui est donc tout récent. Je crois que ça date de l'an dernier, de fin de l'année dernière. C'est un an et demi. Ouais. Et c'est donc cette espèce d'image assez atroce qui évoque, je trouve, les Yurei, donc justement les fantômes japonais. Enfin bon, je trouve qu'il y a quelques similitudes. Et en fait, c'était sur WhatsApp. Vous aviez un contact qui vous envoyait un message et qui vous demandait de relever un défi, alors souvent morbide. On avait eu le Blue Whale Challenge aussi en Russie. Bon, ça commence par étrangle-toi 10 secondes et puis finalement saute par la fenêtre, quoi. Alors évidemment, il y a eu plein de morts. Aucune source. À skip. Et donc voilà, c'est le Momo Challenge, c'est un peu l'image qui a tourné. Alors ça a été débunké assez rapidement. C'est une sculpture. C'est la femme poule, je crois, d'un artiste. C'est la femme poule d'un artiste japonais. Et voilà, c'est juste grotesque, mais en tout cas voilà. Mais ça marchait bien sur YouTube parce que du coup, en temps réel, les gens ils envoyaient des messages et ils disaient oh là là, mais il m'a répondu, c'est un truc de fou. Alors qu'il y avait probablement le cousin qui était derrière, parce que sur WhatsApp, en fait, vous pouvez changer de pseudo comme vous voulez. Donc en fait, admettons, là on peut vous faire un Momo Challenge si vous voulez avec Alex. Je me renomme Momo sur WhatsApp et puis vas-y, on y va quoi. Enfin, c'était vraiment. C'est ça quoi. Et souvent avec ces légendes urbaines là, on passe l'histoire qu'on se raconte autour du feu de camp à les réseaux et les mass médias qui en fait font circuler ces légendes là. Alors là, pareil. Smile.jpg, alors ça c'est une image un peu plus vieille. J'ai pas vraiment le contexte, je sais pas si vous l'avez. Je sais pas, c'est cursed de ouf. Mais c'est vraiment. Ouais. Alors la suite.
Alors là, pareil, smile.jpg, pareil. Alors je vais juste suspendre le truc avant que... Ah non, c'est bon. Donc pareil, smile.jpg, alors c'est des images vraiment qui ont beaucoup tourné sur le net en 2005, 2006, voilà, ces moments-là, où on a en fait, il y avait aussi toute une littérature et toute une idéologie qui date même des récits cyberpunk, presque, j'ai envie de noter ça comme ça, et le thème de la conférence des fantômes dans la machine, ça vous a pas échappé, j'ai nommé ça en référence à Ghost in the Shell un peu par facilité. Alors là, on est dans du cyberpunk, mais c'est l'idée que les machines seraient le terreau pour des esprits, et puis qu'un jour, on pourra dématérialiser son esprit et puis l'injecter dans une clé USB. Bon, ça c'est Besson, mais... mais bon, bref. Donc voilà, il y a cette idéologie-là qui transpire un peu, qui plane au-dessus d'Internet. Et donc voilà, on a des représentations. Alors ça, c'est Dead Bart. C'est des épisodes maudits. Donc, alors on a aussi Suicidal Mouse. Mouse. Donc, c'est 2 épisodes maudits faits par des animateurs maudits. Alors, je sais pas, ils étaient en crunch, en burn-out, et puis ils ont pondu ça dans la nuit, et puis le type est mort, et je sais pas quoi. Enfin, voilà. Le truc autour de Suicide Mouse, je crois que c'est vraiment un proto que Disney avait fait. Enfin, la légende, hein. C'est un proto que Disney avait fait, et en fait, il avait diffusé, et les gens devenaient ouf en le regardant, ils avaient tous envie de se pendre. Du coup, il a dit, ah, c'est pas bien, je vais faire autre chose, et il a fait Steamboat Willie. C'est un peu ça, hein, la genèse du truc. Ouais, c'est un peu il y a un peu cette idée-là. Donc déjà, est-ce que vous pouvez un peu peut-être nous raconter, voilà, est-ce que vous avez des spécificités du fantôme dans le réseau, peut-être cette question qui me semble déjà un peu dans Ring, cette question de la viralité du fantôme, c'est-à-dire que c'est un fantôme qui n'apparaît pas qu'à une personne, mais qui se prédestine presque à apparaître à un tas de personnes et au plus de monde possible, quelque chose qu'on a déjà dans Ring. Voilà, est-ce que Jérémy, tu peux un peu revenir sur cet aspect-là? C'est un peu difficile à saisir en fait. Alors oui, c'est un peu un lieu commun de ce genre d'image sur Internet. Hein. Même Bob l'éponge et tout ça ont droit à leur épisode sur le créateur de la série a craqué. On a eu Matt Groening sur Les Simpsons. A craqué, Garfield. Il y a beaucoup de choses étranges avec Garfield aussi. Voilà, le créateur a craqué et puis il montre l'objet de sa création, son œuvre, dans sa version la plus corrompue, la plus désespérante possible. C'est toujours quand même assez adolescent, hein, on va dire. On est sur des problématiques. Là, l'idée, ce serait que Walt Disney aurait craqué sur son personnage et voilà, sur une période de burn-out, aurait décidé de faire un film animé terriblement déprimant. Si on connaît un peu Disney et les techniques d'animation, ça ne tient absolument pas la route une seule seconde. Oui, mais Disney n'aurait jamais fait une chose pareille, Matt Groening n'aurait jamais fait une chose pareille. De toute façon, les films eux-mêmes sont très laids, hein. Techniquement, ce sont vraiment des films extrêmement rudimentaires. Ce sont de vrais films, hein, qui ont vraiment été créés par quelqu'un. On n'a pas la source, donc on reste dans cette ambivalence de il n'y a personne à interroger en fait. C'est un peu comme beaucoup de documents liés à des fantômes. Tu montrais des photos anciennes tout à l'heure en disant photo anonyme, photo anonyme, photo anonyme. Quel est l'intérêt d'avoir un document anonyme? C'est qu'on ne peut pas retracer la source, on ne peut interroger personne. Du coup, ça va rester dans l'ambiguïté quoi qu'il arrive. En restant dans l'ambiguïté, il y aura toujours un pourcentage de gens qui diront « Ah, mais alors ça doit être un film mystérieux, de fantômes, etc. etc. » Bon, là, en l'occurrence, on n'est pas dans la problématique du fantôme, on est dans la production de documents étranges sur Internet, d'images, oui, qui seraient hantées. Mais quoi qu'il en soit, l'anonymat est garant de préserver l'aspect mystérieux de ces documents. Il y a toujours cette problématique de, tu rappelles, c'est des images hantées. Là, en effet, on n'est pas vraiment dans du fantôme, mais il y a toujours cette idée que voir une image d'un fantôme, ou voir une représentation maudite, ou voir un épisode comme ça qui serait étrange, maudit, ça nous inquiéterait. C'est les chaînes MSN sur 2007, où si tu ne partages pas ce message à 15 personnes, la Dame Blanche viendra te sauter dessus à minuit. Quoi. Bah, c'est Ring. Bon, c'est Ring. C'est Ring, ouais. T'as vu la cassette, le téléphone sonne, il te dit t'as 7 jours. C'est vraiment ça. On avait parlé vraiment d'un truc fantomatique justement, sur une creepypasta qui s'appelle Candle Cove. On voulait un peu en parler. Du coup, le concept de la creepypasta, c'est qu'il y a un programme pour enfants avec des marionnettes qui mettent en scène. Précise creepypasta juste. Ah oui, autant pour moi. Creepypasta, c'est une légende urbaine. C'est comme ça qu'on appelle les légendes urbaines sur Internet. Avant,
on se les racontait au coin du feu. C'était des légendes urbaines. Maintenant, c'est des creepypasta, puisqu'en fait, ça vient du même copypasta, qui veut dire copier-coller, dans le langage 4chan. Et du coup, comme c'est effrayant, ben, c'est pas copy, c'est creepy. Voilà. Et donc, du coup, Kandolkov met en scène des témoignages d'enfants qui voyaient un programme à la télévision mettant en scène des marionnettes, un peu comme le Manège Enchanté, ce genre de choses, avec des pirates. C'était une enfant avec je crois qu'il y avait une enfant et puis des pirates un peu bizarroïdes. Dans les années 70, c'est ça. Et en fait, ce sont des témoignages de gens qui ont vu ces images et qui les cherchent absolument sur Internet, puisque comme Internet a valeur d'archive, on se dit il y a forcément un gars quelque part qui a fait un dub VHS pour le mettre sur Internet. Et du coup, au fur et à mesure des avancées dans les recherches, on se rend compte que les parents, quand les trentenaires, quarantenaires d'aujourd'hui, voire cinquantenaires, demandent à leurs parents, mais tu te souviens pas le truc que je regardais à la télé, c'était trop stylé, il y avait des pirates et tout. Et les parents disent, ben non, mais en fait, pendant des heures, tu regardais de la neige. Ça n'existe pas, ce programme. Et du coup, voilà, c'est des images cursed, vraiment, ouais, comme la petite fille dans Poltergeist, qui communique avec les fantômes à travers le millihertz de la télévision. Voilà. Ça fonctionne plus d'ailleurs aujourd'hui, parce que je crois que ça n'existe plus d'ailleurs, la neige à la télévision, depuis qu'on est sur du numérique. Non, pareil, ça nous embête bien voilà. pour faire apparaître des fantômes, il faut inventer de nouvelles techniques. Alors, je vous propose de vous intéresser, enfin, on va s'intéresser à un cas précis de creepypasta, peut-être une des meilleures, clairement, puisque c'est l'histoire d'une cartouche maudite d'un jeu vidéo qui s'appelle donc The Legend of Zelda Majora's Mask. Et on va s'intéresser à donc une histoire vraiment singulière dans ce qu'elle a raconté, puisqu'en fait, pour vous donner un peu de contexte, c'était sur 4chan, un type qui s'appelle Jaduzable, qui a commencé donc un thread sur 4chan, donc une discussion, et qui a expliqué qu'il a acheté un jeu Majora's Mask dans une brocante chez un vieux monsieur, que la cartouche était un peu abîmée mais que ça marchait, et que sur ce jeu il y avait déjà une sauvegarde qui ne voulait pas s'effacer. Et donc, personne ne le croyait. On va préciser un truc très vite pour ceux qui ne connaissent pas le concept de 4chan. C'est un image board, c'est comme un forum, sauf qu'on est obligatoirement, on poste une image sur laquelle on vient mettre un texte si on veut ou pas. C'est un forum qui est hyper absurde en fait. Hein, les anonymes, les fameux anonymes avec le masque que vous connaissez là de Guy Fawkes, se revendiquent. Enfin, à la base, c'est un groupe qui vient de 4chan. Du coup, il n'y a pas de pseudonyme, il n'y a aucun tabou. Donc du coup, c'est aussi la foire aux images pédopornographiques, malheureusement. Et en fait, pourquoi ça fonctionne et pourquoi les gens ne sont pas arrêtés même s'ils postent de la pédopornographie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 90 pages, je crois, un truc comme ça. Et en fait, quand on poste une nouvelle image et qu'on ouvre un nouveau thread, le thread précédent, il descend. Et en fait, quand on arrive au bout de la page, le thread, il disparaît dans les limbes et en fait, il n'est pas archivé. Ça n'existe plus. Donc, c'est pour ça que c'est la foire à la violence et au sexe et à tout ce que vous voulez. Mais quand on écrit une creepypasta sur 4chan, ça obnubile les gens. Ils sont tous en train de refresh leur navigateur parce que ça va disparaître, quoi. Il faut être dans l'instant. En fait, c'est une série télé, quoi. C'est ça. Et donc l'utilisateur Jaduzable raconte cette histoire. Il explique qu'une sauvegarde ne veut pas se supprimer, quoi. Il n'arrive pas à supprimer sa sauvegarde pour refaire une partie. Et pire que ça, il subit des événements bien étranges dans le jeu, dont il a fait une capture à l'époque qui a un peu choqué tout le monde, puisqu'évidemment personne ne le croyait. Et donc voici les images de sa cartouche maudite.
Bon, alors, c'est peut-être pas forcément clair pour qui n'est pas joueur ou joueuse de jeux vidéo, mais bon, malgré tout, il y a quand même des choses assez explicites. C'est particulièrement étrange. Oui, je pense que Est-ce que pour qui n'a jamais joué à un Zelda, ouais. On voit qu'il y a quand même un dysfonctionnement directement. Est-ce que tu peux un peu les rappeler, les choses qui ne sont pas... Ouais. Jérémy, tu voulais en parler ou non? Bon, la musique est passée à l'envers, je crois que c'est évident pour tout le monde. On a la statue de Link. Donc Link, c'est le personnage principal, et vous voyez une statue en fait qui fait que se téléporter à côté de lui et qui le harcèle. Bon, voilà. Une fois encore, pour qui n'a jamais joué à un Zelda, sait que Zelda c'est une franchise Nintendo et que c'est pas des jeux qui sont supposés être terriblement effrayants. Et avoir une statue qui te harcèle dans un jeu, c'est pas une expérience joueur super agréable. Avec ce screamer aussi, ouais. avec cette espèce d'image. Il y a un script effectivement alors c'est un jeu qui date de la Nintendo 64, donc on avait beaucoup moins de scripts dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de scripts, voilà, pour raconter des choses, pour faire apparaître des clignotements à l'écran, des fantômes, ce genre de choses. Ça se faisait quasiment pas à l'époque. Et donc du coup là, on a un visage en gros plan, on a un cri, et c'est du jamais vu, quoi. Et aussi pour précision. Du coup, très rapidement, Jadus Heibel a été accusé d'avoir évidemment manipulé son jeu. Mais il faut savoir qu'on est en 2010, que les émulateurs Nintendo 64, donc les logiciels qui permettent de faire tourner un jeu sur PC, sont pas vraiment au point encore à ce moment-là. Et c'est évidemment beaucoup plus compliqué de truquer un jeu pour qu'il ait cet aspect-là que... donc en fait, la vidéo présentée là, pour quiconque est connaisseur en jeux vidéo, elle paraît intrucable à l'époque. Ouais, c'est un truc de fou. On n'a pas du tout les outils qu'on a aujourd'hui pour... ne serait-ce même faire du montage vidéo, quoi. Même s'il avait enregistré sa partie et fait du montage vidéo, on sent qu'il y a un dysfonctionnement in-game. Vraiment pas, c'est pas un truc qu'il a capturé puis ensuite monté. Bon, déjà même capturer du jeu à l'époque c'était un peu compliqué, quoi. Mais même on sent que le dysfonctionnement il est mécanique, quoi. Enfin, il est vraiment dans la machine, quoi, dans la cartouche. Et est-ce que du coup vous pouvez un peu nous parler de peut-être cette nouvelle manière de raconter des histoires qui du coup est une réactualisation post-moderne, une réactualisation extrêmement contemporaine qui passe du coup par la légende urbaine, voilà, ça passe par un tas de choses, en fait il y a vraiment ce côté communautaire de la creepypasta. Il y a quelque chose de très très étrange dans cette manière de raconter l'histoire. Jérémy, tu me parlais tout à l'heure du fait que ce petit happening, il y a eu une prémisse en fait, a été prévu. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de la construction de ce nouveau mythe? Oui, donc là, en l'occurrence, on est en présence d'une histoire, d'une creepypasta qui est alimentée. On a toujours ce problème avec l'anonymat, si ce n'est que il s'avérerait, si j'ai bien compris, que la personne qui a créé cette vidéo en avait annoncé l'existence et les prémices un an avant à travers un autre jeu vidéo, un dialogue avec un personnage dans un jeu vidéo, qui annonçait en 2009 ce qui allait se produire un an plus tard, en 2010. On est dans quelque chose qui est très élaboré, qui est très alimenté par les communautés sur Internet. On peut trouver des pages et des pages entières d'analyse, ou des heures et des heures vidéo sur YouTube d'analyse de ceci. D'ailleurs, là, les images sont incomplètes. Il y a d'autres images qui sont liées à cette... 4 vidéos en tout. Voilà. Il y a plusieurs vidéos, effectivement, qui relèvent d'une certaine forme de prouesse technique. En tout cas, il y a un mystère technique, parce que même si on part du principe que c'est truqué, on ne sait pas comment. C'est extrêmement difficile à démontrer. Ça allait forcément quelque part, mais du coup, chapeau à la personne qui, sous l'anonymat en plus, a porté tout ce récit. On est peut-être dans quelque chose qui s'approcherait des mythes modernes, de la construction d'un mythe moderne, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui génère un contenu, et une communauté qui va se passionner pour ça et lui donner vie, l'alimenter, la faire grandir, etc. De même que les légendes autrefois étaient racontées à l'oral et répétées par d'autres qui allaient les enrichir à leur tour, etc. On est vraiment dans une structure assez proche de ça. Parce que ouais, justement, contrairement à ce qu'on a regardé tout à l'heure, c'est des vidéos qui ont très concrètement une source sous pseudonyme, mais c'est quelqu'un à qui il arrive quelque chose et qui le raconte par message. Et en fait, ça va durer des semaines. Et il va dire, mais ma partie maintenant, le personnage, la sauvegarde s'appelle Ben. Ensuite, le jeu va me faire ça. Et alors du coup, les gens se demandent, mais pourquoi le jeu te provoque ces dysfonctionnements-là? Il va poster une nouvelle vidéo et c'est des échanges qui vont durer des semaines et des semaines en fait. Donc la personne à qui ça arrive est là pour témoigner en tout cas. Ouais, en fait, ça révèle d'un truc qui est pas très connu des francophones. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse pour en parler. C'est ce qu'on appelle un ARG.
donc Alternative Reality Game, qui en fait c'est la définition du fantastique, c'est-à-dire en fait vous allez faire une incursion fantastique dans votre propre vie, de quelque chose de fantomatique ou de problème mécanique ou voilà. Et vous allez avoir un narrateur en fait qui va jouer avec vous. Du coup sur là les forums en l'occurrence de 4chan, mais il peut très bien se créer un compte Twitter, tout un tas de faux profils Facebook, ainsi de suite. Et du coup vous allez être mis à contribution dans un ARG, c'est-à-dire qu'il y a un fil qui se déroule. Souvent le narrateur lui-même est bloqué par des énigmes et en fait il va mettre à contribution la communauté. Ici les gens se sont amusés à essayer de trouver en relançant de multiples fois leur cartouche Zelda, de voir s'il était possible de truquer de truquer la cartouche. Et du coup, il a mis à profit la communauté qui suivait la creepypasta. Donc c'est vraiment quelque chose d'augmenté, quoi. On n'est pas on n'est pas en train de lire quelque chose, on est sur quelque chose qu'on lit pour y apporter sa propre pierre en participant, quoi. Alors, on est un peu. Alors, du coup, on va clore là-dessus notre petite table ronde conférence. Malheureusement, on est vraiment tenu de devoir s'arrêter à 21h, 21h05, grand max. Puisque j'ai oublié de le rappeler, mais ce soir, on est en double programme. C'est-à-dire qu'il y a. Donc là, vous venez d'assister à la conférence sur les fantômes dans la machine. Mais à 22h au cinéma Star Saint-Exupéry, on va voir justement peut-être le chef-d'œuvre de Hideo Nakata, donc Darkwater, en partenariat avec le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vos places, je pense que malheureusement il faudra un peu courir. Mais voilà, on a une bonne heure pour aller au cinéma Star Saint-Exupéry. Donc voilà, j'ai oublié de le rappeler. Et malheureusement, vu que c'est nous qui allons présenter du coup cette séance, on va devoir un peu se barrer comme des voleurs. Mais on a 5 petites minutes malheureusement pour éventuellement des questions ou des remarques. Donc levez la main et je vais vous donner un micro. Ok, bonsoir. Et la première, c'est toujours la plus dure. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? On clôt l'affaire. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, merci Benjamin et Jérémy de m'avoir rejoint du coup pour cette deuxième conférence satellite. Merci d'être venus de Bordeaux, c'est loin. Ouais. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie du coup d'avoir été si nombreux pour cette deuxième conférence donc de satellite. Merci évidemment au Shadok qui produit ce cycle de conférences. On vient de franchir la moitié. La première c'était sur la simulation, la deuxième donc des fantômes dans la machine. Et on se donne rendez-vous donc le 28 juin, donc c'est un peu plus tard, pour un autre sujet tout aussi contemporain, qui sont donc les mechas, les animés de mechas. On va parler de Gundam, on va parler d'Evangelion, on va parler de Shingeki no Kyojin, voilà, on va parler de robots géants qui se tabassent dessus, hein, Pacific Rim évidemment. Donc ça sera l'occasion de revenir sur ces sujets-là. D'ici là, il y a un atelier le 18 mai qui se passe également au Shadok qui fait suite à cette première conférence. Je vais essayer de revenir sur certains points qu'on n'a pas pu traiter ce soir. Je parlerai notamment donc, du film Kairo de Kiyoshi Kurosawa qui traite très explicitement de la question du fantôme dans la machine et de la série Serial Experiments Lain. On fera des analyses sur ces sujets-là. Donc voilà, ça sera un peu un atelier où je vous apprendrai quelques ficelles du cinéma, quoi. On apprendra quelque chose sur comment faire peur au cinéma, tout en traitant du coup de ce sujet-là. Donc c'est le 18 mai, c'est un samedi après-midi à 14h. Le 28 juin, prochaine conférence sur les mechas. Et d'ici là, on se retrouve dans une heure. Ouais. Donc au cinéma Star Saint-Exupéry pour Horreur c'est vendredi sur Darkwater. Merci à tous.